arrive. Nous sommes à 10 participants, c'est intéressant. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Alors, pour rappel, on va fonctionner pour l'instant avec les micros coupés pour les participants et puis on vous laissera la parole à la fin de l'intervention pour poser vos questions. Si vous voulez, vous pouvez utiliser le chat aussi. Alors, où est-ce qu'il est ce chat? Alors, il est en bas, au milieu. Voilà, pour... Vous pouvez soit parler à tout le monde, soit parler à quelqu'un en particulier. Super. Bon, je vous propose qu'on commence et puis comme ça, si des gens nous rejoignent, ils pourront prendre en cours. Ben voilà, il y a des participants qui arrivent encore. Alors, bonjour à tous. Bienvenue dans cet atelier sur la formation. Je suis Lucie de Kerimel de la Maison de l'Emploi de Bordeaux et aujourd'hui, dans la première partie de la matinée, on accueille Julien Castan de Formaki qui va échanger avec nous autour du métier d'auxiliaire de vie et, de la formation, et particulièrement de la formation ADVF. Donc, pour rappel, hier, on a eu un atelier autour des métiers du médico-social et des services à la personne. On a eu des témoignages en fait, de professionnels en direct des structures. Donc, on a eu des témoignages d'une auxiliaire de vie, d'une aide-soignante, de 2 aides-soignantes, d'une directrice et puis d'une animatrice. On a brossé vraiment les métiers du médico-social et des services à la personne. Et aujourd'hui, l'intérêt, c'était de se focaliser sur l'aspect formation, puisque ce qu'on a vu dans les témoignages hier, c'est que pas mal de personnes dans ce secteur arrivent, voilà, pas forcément avec une formation, une qualification, mais se forment au fur et à mesure, font de la VAE, etc. Donc, c'est intéressant aussi de voir comment on peut évoluer par l'intermédiaire de la formation. Donc, bonjour Julien. Bonjour à tout le monde. Bienvenue. Est-ce que du coup, vous pouvez vous présenter un petit peu et nous dire voilà, qui vous êtes et puis qu'est-ce que Formaki? Ok, ça marche. Donc, bonjour à tous, je suis Julien Castan. Je suis le directeur de Formaki, un jeune centre de formation à Bordeaux. On est à Bordeaux-Lac. Pour me présenter rapidement avant de présenter Formaki, moi, ça fait 2 ans et demi que je suis à Formaki, mais avant Formaki, j'ai 15 ou 13 ans, je ne sais plus, de service à la personne. C'est-à-dire que je viens du terrain, mais j'ai été donc sur le terrain comme tout le monde. J'ai été ensuite au bureau sur des postes de cadre de service, etc. Je vais m'occuper soit pour des associations ou des entreprises en fonction des temps, du recrutement, du suivi des bénéficiaires, du suivi des salariés, etc. Donc, 13 années de SAP, service à la personne, on dit SAP, avant d'aller dans le monde de la formation professionnelle. Pourquoi la formation professionnelle? Je pense que mes confrères hier vous ont bien fait comprendre que la formation, c'est indispensable dans ce métier. C'est constitutif de ces métiers parce qu'on est sur des métiers du quotidien, sur de la maîtrise et de la technicité du quotidien, ce que vous faites, vous et moi, ce qu'on fait tous les jours à la maison. Mais sur le terrain, on a besoin de le faire de manière professionnelle. Et ce côté professionnel peut être amené par la formation. Donc, Formaki, qu'est-ce que c'est?
Formaki, c'est un centre de formation qui a été créé il y a 3 ans par les employeurs. Il y a 3 ans, je voulais créer mon entreprise, je voulais être mon propre patron. Et lorsque j'en ai parlé autour de moi, aux employeurs avec qui je travaille, le service à la personne, l'aide à la personne, c'est un petit monde, tout le monde se connaît. Et quand j'ai commencé à dire, voilà, je vais créer mon entreprise, ils m'ont tous demandé de créer un centre de formation parce qu'aujourd'hui, il y avait vraiment besoin d'accompagner la montée en compétences des gens, alors soit qui travaillent déjà dans le secteur, donc les salariés, soit d'accompagner dans ce secteur des gens qui voulaient y rentrer, comme peut-être vous plus tard. Donc, Formaki est né de cette volonté-là, la volonté des employeurs d'avoir des gens formés pour travailler avec eux. Donc, ça a été le fil rouge de Formaki depuis 2-3 ans. Tout ce que nous, on met en place ici, c'est pour l'emploi, c'est pour le terrain, c'est pour le service à la personne. Quand on forme, on ne pense qu'à une seule chose, c'est au bénéficiaire, c'est-à-dire à la personne âgée ou à la personne handicapée chez qui va intervenir la personne. Voilà, on veut vraiment que cette personne soit bien prise en charge. Donc, pour être bien pris en charge, il faut bien être formé. Donc, voilà un peu pour Formaki. Du coup, Julien, de quel métier on parle à Formaki? Vous formez pour quel métier? À Formaki, on forme sur plusieurs métiers. On forme sur la garde d'enfants via le CAP Petite Enfance ou un module spécifique garde d'enfants dans une formation dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc, garde d'enfants à domicile. Ça peut être en crèche aussi, mais on est plutôt orienté domicile. On parle aussi du métier d'aide ménager. Là, la formation est plus courte, mais c'est aussi quelque chose qui peut être envisagé sur de la formation et de l'emploi derrière. On parle aussi de l'auxiliaire de vie. Alors, l'auxiliaire de vie, c'est un métier qui n'existe plus. On appelle aujourd'hui ça des assistants de vie, exactement. Donc, peut-être que mes confrères vous en ont parlé hier. Bon, assistant, auxiliaire, c'est la même chose. Hein. C'est juste que voilà, ça a changé de nom, je ne sais pas quelle année. Donc, on forme aussi à l'assistant de vie. Donc, ça, c'est les métiers qu'on vous a certainement dit hier. Donc, aide ménager, c'est tout ce qui est entretien et prise en main de la maison de quelqu'un qui paye une prestation de confort. Garde d'enfants, mais c'est garder les enfants à domicile ou en crèche. Et auxiliaire de vie, c'est assister les gens dans leur quotidien, et ce sont des personnes fragilisées ou en perte d'autonomie. Voilà. On est sur ces trois actions. On a une 4e action, on forme aussi les responsables. Ce qu'on appelle dans ce métier-là des responsables de secteur. Ce sont les managers, en fait, ce sont ceux qui gèrent les auxiliaires de vie. On les forme aussi, d'ailleurs, j'ai le groupe qui est avec nous aujourd'hui. Voilà, nous, on forme là-dessus. On est sur ces 4 types de professionnels. On en a parlé du responsable de secteur hier, puisqu'on disait que c'était l'interlocuteur privilégié. En fait, des auxiliaires de vie dans leur quotidien, en fait, elles sont en lien perpétuel avec le responsable de secteur qui fait les plannings, qui organise les interventions chez les bénéficiaires, etc. Donc, on l'a évoqué, oui. Exactement. Donc voilà, nous on forme là-dessus sur Formaki. L'intérêt en fait, c'est que lorsque un employeur a un besoin, c'est qu'une Formaki puisse y répondre. On ne fait que du service à la personne, on ne fait rien d'autre, on ne fait pas de commerce, on ne fait pas de vente, non, on fait que du service à la personne. Et l'intérêt, c'est que voilà, c'est d'avoir une solution unique, en fait, une réponse unique. Donc on est là-dessus, nous, sur Formaki. Alors, est-ce que je parle un peu de la formation? Oui. Alors, je vais vous présenter la formation ADVF. C'est un titre professionnel. Un titre professionnel. Alors, qu'est-ce qu'un titre professionnel déjà? Nous, on connaît le CAP, le bac, le BEP, on connaît ça ici. Eh bien, en France, les employeurs, l'État, parfois se disent, dans mes métiers, il y a de la formation de l'éducation nationale, il y a un bac, il y a un CAP, etc. Mais ça ne correspond pas vraiment à quoi j'ai besoin sur le terrain. Ou alors le contenu de la formation n'est pas en accord avec ce qui se passe sur le terrain, ce qui arrive assez souvent. Dans ce cas-là, les employeurs, les centres de formation, l'État ont le droit, peuvent créer leur propre diplôme qui est reconnu par l'État. Ça s'appelle un titre professionnel. Donc la différence entre un titre professionnel et un diplôme d'État, c'est que l'un, c'est l'éducation nationale, c'est donc pour vos enfants, pour nos jeunes. Et le second, le titre professionnel, ça a été créé par les secteurs d'emploi, par les employeurs, par les fédérations, etc. Et il dirige vers le secteur d'emploi. Et ça, c'est plutôt orienté pour les adultes, pour les personnes qui ont quitté l'école et qui y reviennent pour se réorienter, pour apprendre un métier, etc. Donc, un titre professionnel, diplôme d'État, titre professionnel, on est sur les mêmes objectifs, de toute façon. Donc là, c'est un titre professionnel d'assistant de vie aux familles. Donc, ce sont des employeurs qui ont créé ce diplôme parce qu'il répond parfaitement à ce dont ils ont besoin. C'est une formation dont on dit qu'elle colle parfaitement aux besoins du terrain.
Quand on est en formation d'assistante de vie, vous voyez, même moi je fais encore le bug, d'assistante de vie, on voit plein de choses. Alors je vais vous le détailler tout à l'heure. Mais en fait, toutes les compétences qu'on voit, eh bien, du coup, ça couvre tout le métier d'assistant de vie, qui est un métier qui est très polycompétent. C'est-à-dire qu'on y fait plein de choses. Là, je suppose que mes collègues, quand ils vous ont parlé du métier, ça aurait pu durer 3 heures, tellement il y a de choses à dire sur ce métier. Alors, on a parlé pas mal hier de la… Comme je vous l'ai dit, ouais. Ah, pardon, Julien. On a parlé justement de la polyvalence dans ces métiers, puisque c'est vrai que vous voyez que d'un bénéficiaire à un autre, les compétences demandées, enfin les tâches à effectuer étaient sensiblement différentes et que du coup, c'était un métier qui nécessitait pas mal de polyvalence, effectivement. Alors, avant de voir le contenu de la formation, des attentes des employeurs. Ouais, voilà. Ouais, justement, j'allais justement en parler là-dessus. Pourquoi est-ce que cette formation colle parfaitement aux besoins du terrain? Parce que justement, elle répond aux attentes des employeurs. Aujourd'hui, les employeurs, ils veulent quoi? Ils veulent des gens qui vont sur le terrain, qui soient fiables, de confiance. Fiable, c'est simple, c'est quelqu'un qui se lève le matin. Si le matin, on doit aller faire un petit déjeuner à Madame Bertrand à 8 heures parce qu'elle est diabétique, je ne peux pas soit ne pas y aller, soit y aller à 8h30. Il faut qu'il soit à 8h. C'est important. Si l'horaire, c'est 8h, il y a une importance. Donc ça, c'est la fiabilité. La confiance, c'est pareil. On va vous confier des clés. On va vous confier des clés de domicile. C'est-à-dire que vous allez avoir sur vous les clés des gens, des appartements ou des maisons, des gens qui sont en fragilité. Donc, c'est quand même voilà, on vous fait hyper confiance, quoi. Si vous voulez le soir aller visiter la maison, rien ne vous en interdit, quoi. Donc, aujourd'hui, on a besoin de ça. Fiabilité, confiance et qualité professionnelle. Donc ça, je suis certain que mes collègues vous en ont parlé hier. Je vous ai parlé d'honnêteté, je vous ai parlé de ponctualité. C'est aussi de bon sens. C'est aussi de la responsabilité. C'est aussi avoir la tête sur les épaules. Aujourd'hui, on recherche des gens, en fait, qui sont bien dans le service. C'est un métier de service, on rend service à l'autre. Et c'est aujourd'hui, c'est ça que recherchent les employeurs. Que vous sachiez ou pas faire la cuisine, c'est pas grave. Que vous sachiez ou pas repasser, on s'en fout. L'important, c'est vous, en fait. Ce sont les qualités que vous allez mettre dans le métier. Et donc, du coup, les employeurs, c'est cette qualité-là qu'ils recherchent. La formation n'est pas indispensable pour eux. En revanche, ils sont obligés par l'État d'avoir des gens formés pour faire le métier. Donc, c'est ce qui est intéressant dans ce métier, c'est que les employeurs, ils peuvent recruter des gens non formés et se dire, OK, elle me plaît parce qu'elle a un bon savoir-être, donc je vais l'embaucher parce qu'elle a un bon savoir-être. Par contre, je vais aller la former parce que du coup, je suis obligé qu'elle soit formée. Mais du coup, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la formation, elle est constitutive du métier puisque en fait, elle peut venir avec l'embauche. Donc aujourd'hui, les employeurs, ils sont en attente de ça. Concernant la formation, ce qu'ils veulent, c'est surtout avoir des gens qui puissent être formés sur les pathologies, Alzheimer, Parkinson, pour que vous ne soyez pas surprise sur le terrain. Donc hier, vous discutiez que c'était un métier qui demandait beaucoup de polyvalence parce que le matin, vous étiez chez quelqu'un Alzheimer, l'après-midi, Parkinson, le lendemain, une personne handicapée. Et c'est vrai que ça demande beaucoup d'adaptation, de se mettre dans le jeu de rôle en fait, de l'auxiliaire de vie, de l'assistant de vie, pardon. Et en fait, la formation vous apprend tout ça. C'est pour ça que cette formation est appréciée en fait. Parce que cette formation, elle est pratico-pratique. C'est-à-dire qu'on apprend le métier, on n'est pas sur des maths, on n'est pas sur du français, on n'est pas sur de l'anglais, pas du tout. On est vraiment sur moi en tant que professionnel, qu'est-ce que je vais rencontrer sur le terrain? Quelle situation je vais avoir face à moi et comment je dois réagir? Et c'est pour ça que cette formation, elle plaît beaucoup aux employeurs, parce que les employeurs, c'est ce qu'ils recherchent. Ils cherchent des gens qui savent réagir aux situations de manière professionnelle. Voilà. C'est pour ça vraiment que les employeurs sont fans de cette formation. Et du coup, pour les participants, alors on a bien compris que les employeurs étaient partie prenante dans la formation et avaient contribué vraiment à la construire. Pour les participants, quels sont les points positifs qui sont dans cette formation? Et peut-être aussi, Julien, les points de vigilance, c'est-à-dire les points à valider pour les participants avant de commencer cette formation. Ce sur quoi il faut être… Alors, comment et pourquoi rentrer dans cette formation? Alors, en termes de prérequis, alors ce que je vais vous dire tient pour Formaki. Attention, pour mes confrères, les autres centres de formation, je ne sais pas. Je pense que là, Lucie, on aura peut-être besoin des lumières de la Maison de l'Emploi. Alors, pour la formation, nous, notre philosophie, c'est qu'on donne notre chance à tout le monde. En revanche, quand quelqu'un rentre en formation, c'est ensuite à lui de faire ses preuves. Donc, il n'y a pas de test, il n'y a pas de prérequis, tout ça, on s'en fout.
Il n'y a pas des tests d'entrée, tout ça. Nous, on vous accueille avec plaisir en formation. En revanche, ça va être à vous de prouver votre sérieux pour la formation pour aller en emploi. Vous voyez, c'est un peu différent. Quels sont les points de vigilance? Eh bien, avant de s'inscrire sur n'importe quelle formation, d'ailleurs, il faut qu'on s'assure que le métier nous plaise. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'engager, on ne va pas engager de l'énergie et du temps dans une formation, prendre la place de quelqu'un d'autre en formation, si on n'est pas sûr que le métier au bout nous plaise. Donc, c'est intéressant quand même, avant de venir en formation, de savoir de quoi on parle. Hier, vous avez rencontré des professionnels, c'est hyper intéressant. Ils vous ont donné leur quotidien professionnel. Donc, vous, en tant que futur professionnel, vous allez vous dire, OK, est-ce que ça me plaît et est-ce que je me sens de faire ça au quotidien? Vous voyez, si vous avez répondu à cette question par oui, déjà, la formation, c'est pas mal. Donc, première vraiment chose à faire, c'est s'assurer que le métier qui est derrière vous convienne. Donc ça, il n'y a pas 45 solutions. Hein. On va voir des professionnels, on leur pose des questions. S'il faut, on fait un stage sur le terrain. Voilà, on teste, on teste, on teste. On ne prend pas les infos sur Facebook, on ne va pas sur Wikipédia, ça ne sert à rien du tout. C'est un métier qui est tellement particulier que si vous ne le vivez pas, vous ne saurez pas. Donc, il faut vraiment vous renseigner à la source. Et se renseigner à la source, ce sont les professionnels ou le terrain. Donc, voilà, pour moi, ça, c'est la première importance dans ce monde-là, dans cette formation-là. La seconde, c'est savoir ce que vous allez pouvoir proposer. Vous allez vous former, les formations, c'est de 9h à 17h, etc., aucun souci. Mais derrière la formation, l'objectif, c'est de travailler. Quand vous allez aller travailler, vous allez avoir un horaire. Hier, les filles, je vais vous dire. Les intervenants, les professionnels que vous avez eus hier, vous ont certainement parlé d'horaires décalés, de travail le week-end, etc. Alors oui, c'est le cas. Hein, quand une personne est dépendante, elle est dépendante toute sa vie. Hein, elle n'est pas dépendante que de 9h à 17h. Donc, elle est dépendante le soir, le matin et le week-end. Donc, on peut intervenir le matin, midi, soir, etc. Mais vous, en tant que personne, en tant qu'individu, vous avez peut-être des activités, vous avez peut-être des indisponibilités. Donc, en plus de se renseigner sur le métier, pour moi, l'autre point à travailler avant de rentrer dans le concret de la formation et du métier, c'est de dire, OK, moi, en tant que personne, qu'est-ce que je peux donner? Est-ce que je peux faire 8h, 20h tous les jours? Est-ce que je peux faire le week-end, etc. Et en fait, ça, c'est des choses que vous devez qui doivent être au clair pour vous, parce que quand vous allez rencontrer un employeur, il va vous poser ces questions-là. Madame, vous pouvez travailler de quelle heure à quelle heure, etc. Nous, ici, on recrute 2-3 personnes par semaine pour les employeurs. On pose souvent ces questions-là. Quelles sont vos disponibilités? Quand est-ce que vous ne pouvez pas travailler, etc. C'est pas grave si vous ne pouvez pas travailler le soir et tout ça. On a un atelier demain qui est consacré à parler justement de cette conciliation entre la vie pro et la vie personnelle, puisqu'on sait, on l'a vu hier avec les professionnels, que ce sont des métiers sur lesquels les contraintes horaires, vous le disiez très bien, le travail la semaine, le week-end, en décalé, potentiellement du travail de nuit, ce sont des contraintes importantes. Et du coup, c'est vrai que ce sont des prérequis, enfin des choses à valider en fait, avant de... Dans l'aide à domicile, il y a assez peu de nuits parce que ça coûte cher en fait et du coup les gens, bizarrement, ils ont pas besoin d'aide la nuit. Mais en effet, c'est important et pour justement, je vais pas trop spoiler l'atelier de demain matin, mais aujourd'hui dans ces métiers-là, on peut avoir des horaires un peu à la carte. C'est-à-dire que si le mercredi après-midi vous avez vos enfants ou si le jeudi soir vous avez du karaté, le jeudi soir vous ne travaillerez pas et le mercredi après-midi non plus en fait. En revanche, il faut le dire aux employeurs. Si vous ne le dites pas aux employeurs, voilà, donc c'est ça que je vous disais aussi, la confiance, etc. avec l'employeur. L'employeur, vous inquiétez pas, il sait gérer. Si vous n'êtes pas disponible le vendredi, parce que le vendredi, c'est votre journée yoga, il saura vous faire travailler lundi, mardi, mercredi et jeudi, vous inquiétez pas. Donc ça, c'est très important. Il ne faut pas avoir peur d'en parler à l'employeur. Dans ces métiers-là, ils ont l'habitude. Voilà, ils ont l'habitude, ils savent le gérer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils attendent en fait de vous, de savoir quand est-ce qu'ils peuvent vous faire travailler sans souci. Julien, est-ce qu'on peut revenir juste sur les prérequis? Oui, les prérequis. On l'a évoqué hier. Il y a eu une question de savoir si c'était nécessaire de savoir lire et écrire en français. Je pense que c'est un point important, parce qu'on en a parlé hier sur la transmission, etc., les cahiers de transmission. Quel est votre avis là-dessus? Mon avis? Alors, j'ai deux avis dessus, et ils sont contradictoires, et c'est un peu mon problème à Formaki. Je vais vous donner l'avis de l'expert du terrain. Pour moi, sur ce métier-là, la lecture et l'écriture n'est pas indispensable sur ces métiers-là, dès lors qu'on sait compenser. C'est-à-dire que
Si ça ne nous empêche pas de travailler, si ça ne nous empêche pas de nous lever le matin pour être à l'heure, ce n'est pas un problème. Pas un problème parce que la communication, ça peut passer par l'oral et ça peut passer par d'autres astuces sur le terrain que les cris. Par exemple, moi, dans ma structure, j'avais mis en place des formes de tableaux, des formes de tableaux en fait, où il suffisait de cocher. Et c'était hyper facile parce que j'avais 2-3 collègues qui malheureusement n'avaient pas eu de chance à l'école et qui étaient en difficulté. Donc voilà, ça c'est mon avis d'expert terrain. Maintenant, l'avis du directeur du centre de formation. Quand on prépare une formation, on prépare un examen au bout. Il y a forcément un temps à la fin où vous allez être en examen face à un jury pour obtenir le diplôme. Quelqu'un qui a des difficultés à lire et à écrire, c'est quelqu'un qui aura des difficultés à avoir l'examen. Alors attention, je ne dis pas que c'est quelqu'un qui ne va pas réussir sa formation et ne pas aller travailler après. Réussir une formation, ce n'est pas avoir un diplôme. Réussir sa formation, c'est être en formation, être active et avoir envie. C'est ça, réussir sa formation. Réussir sa formation, c'est avoir des stages qui se passent bien à tel point que l'employeur m'appelle derrière en disant « Julien, je la veux, je veux l'embaucher. » C'est ça, réussir sa formation. Mais malheureusement, en formation en France, il y a toujours ce passage du diplôme obligé. Et là, c'est vrai que ça peut être plus compliqué. On a actuellement, là, aujourd'hui, on a un groupe de migrants, des personnes qui ne sont pas françaises, qui sont arrivées en France il y a peu de temps et qui sont en train de se former et qui passent l'examen à la fin du mois d'octobre. Je ne vous cache pas qu'on est très inquiet parce que justement, ils ont pas la maîtrise du français écrit et oral. Ils comprennent quand on parle, ils écrivent très mal et ils ont souvent besoin qu'on répète. Donc, c'est des gens sur le terrain, ça se passe bien, ce sont des bons professionnels. Ils ont fait 6 semaines de stage qui se sont super bien passées. Ils sont 10 sur les 10, j'en ai déjà 4 qui travaillent avant la fin de formation. Mais à l'examen, ça va bloquer. Donc, moi, ce que je dis aux gens et ce que je dis à mon équipe de formatrices, et à chaque fois je me fais engueuler par mes formatrices, c'est il faut y aller. Si on a quelqu'un qui a envie de bosser, il faut y aller. Parce qu'on a tellement besoin sur ce métier qu'il ne faut pas se bloquer vis-à-vis de ça. Mais ça met en difficulté quand même les gens. Donc voilà, disons qu'une formation où à côté on pourrait avoir un appui en français, ça peut être pas mal. D'accord. Donc un avis mitigé, c'est-à-dire c'est faisable, ça peut être plus difficile pour un examen et peut-être besoin d'un accompagnement à côté, un complément pour la maîtrise de la langue. Nous, on le fait le mardi, du coup, à Formaki. On a créé les mardis après-midi de la communication. En fait, c'est des cours en très, très petit nombre. Je crois que c'est Evelyne, notre formatrice, qui fait ça. Je crois qu'elle a 3 inscrits de mémoire. Vous voyez, on est tout petit. Et l'objectif, c'est d'être plus à l'aise dans la maîtrise de l'oral, de l'oral et de l'écrit français, dans la maîtrise de tout ça. Et ça fonctionne plutôt bien. Mais c'est vraiment pour des gens qui ont quand même une première notion, etc. S'il y a un vrai souci sur la lecture et du français, on ne peut pas. Est-ce que, Julien, vous pouvez nous parler un petit peu des contenus par exemple, qu'est-ce que vous abordez en formation et peut-être le rapport entre la théorie et la pratique, c'est-à-dire voilà, ce qui est de la théorie et après, comment vous pratiquez aussi en formation? Alors, la formation. La formation, elle a 3 modules. Ça s'appelle des CCP. Donc, on a le CCP 1, 2 et 3. Le premier CCP, c'est tout ce qui concerne le ménage. Hier, vous en avez entendu parler, une assistante de vie, donc auxiliaire de vie, c'est quelqu'un qui est responsable et référente du confort de la personne. Je suis une personne âgée et j'ai vécu 60 ans chez moi dans un environnement propre. Si ce n'est pas propre chez moi, je ne vais pas me sentir bien. Je suis un professionnel qui vient aider cette personne-là. Si je ne comprends pas ça, c'est que j'ai un défaut dans mon professionnalisme. Donc, on forme d'abord à ça, parce qu'on ne fait pas le ménage chez les autres comme on le fait à la maison. Donc, on forme, il y a des protocoles, etc. Donc, la première, c'est ça. Le premier module, il est vraiment sur la maîtrise de l'environnement de la personne, de son domicile. Il y a aussi sur qu'est-ce que c'est que l'intimité, parce qu'on intervient chez les gens, c'est chez eux. On fait aussi la sécurité avec un certificat qui s'appelle APSASD, qui est un certificat plus sur la sécurité au travail. Le second module, c'est le plus important, c'est celui que tout le monde apprécie, c'est celui de l'auxiliaire de vie, de l'assistante de vie. C'est là où on voit toutes les pathologies. Donc, Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, maladie de Charcot, autisme, on voit plein de choses. On voit donc le public, personnes âgées, personnes en situation de handicap et personnes en situation de handicap psy. On voit tout ça dans ce module-là. Alors attention, ce n'est pas parce qu'en formation, vous êtes formé par exemple sur la schizophrénie que sur le terrain, en emploi, vous allez avoir des schizophrènes. Encore une fois, c'est vous qui décidez. En formation, c'est dedans.
Mais vous, une fois sur le terrain, c'est vous qui dites à votre employeur, je veux ou je ne veux pas. Moi, j'ai des personnes qui me disent, ah ben moi, je préfère les personnes âgées, les personnes handicapées, j'ai un peu peur. Ok, pas de problème, tu fais de la personne âgée, aucun souci. Par contre, tu te formes sur la personne handicapée parce que c'est dans la formation. Et dans le troisième module, c'est la petite enfance. Donc, c'est comment est-ce que je garde un enfant à domicile. C'est un tout petit module, celui-là. Mais il est là, voilà. Donc, on a 3 modules. Alors, nous, à Formaki, on les a un peu accentués, on les a un peu renforcés. On y a mis du handicap, on y a mis le secourisme, on y met un peu de français, on y met du numérique aussi. Aujourd'hui, les personnes âgées, il faut les aider avec le téléphone, avec le portable, l'ordinateur et Internet, en fait. Donc, on apprend ça en formation. On met aussi de la mobilité. C'est-à-dire que si vous vous déplacez en voiture ou en tram, il faut être à l'aise avec les déplacements à Bordeaux. Pour le travail, encore une fois, on n'a pas le droit d'arriver en retard chez les gens. Et surtout pas à cause du tram ou surtout pas à cause de la voiture. Donc, tout ça, ça s'anticipe, en fait. Donc, on voit tout ça en formation. Voilà, donc ce sont les 3 modules de la formation. Vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis du décalage entre le terrain et la pratique. Dans toutes les formations en France, il y a toujours un décalage entre ce que j'apprends et ce que je mets en place sur le terrain. Alors, dans la DVF, il n'y en a pas trop. Il n'y en a pas trop, il y en a une sur le premier module. Rappelez-vous, c'est le module de l'entretien du cadre de vie, de la maison, l'entretien de la maison. Nous, on va voir les protocoles. Alors, nettoyer le sol, par exemple, chez quelqu'un, il faut, alors là, tenez-vous bien, passer l'aspirateur. Alors, d'abord, il faut faire la poussière de haut en bas. Il faut ensuite passer l'aspirateur. Il faut déterger le sol. Donc, déterger le sol, c'est-à-dire que je passe la serpillière une première fois. Je dois sécher la serpillière, c'est-à-dire que je dois passer avec une serviette. Et après, je dois passer un désinfectant, vinaigre blanc ou javel. Donc, je passe ce produit en plus et après, alors, s'il y en a une de vous qui fait ça à la maison, c'est une folle. Hein. À la maison, on fait quoi? On prend la serpillière, et hop, c'est fait et puis c'est terminé. Et chez les gens, on fait pareil. Mais à l'examen, on va vous demander de déterger, désinfecter. Et c'est encore pire si vous êtes dans la salle de bain, il faut détartrer avant. Donc, vous voyez, c'est la seule différence que vous avez avec le terrain, en fait. Tout le reste, il n'y a normalement pas de différence parce que ce diplôme, il a été créé par les employeurs. Rappelez-vous, je vous en ai parlé au début. Donc, les employeurs, ils savent ce qu'ils veulent sur le terrain. Donc, le diplôme qu'ils ont créé, c'est le leur. Donc, la seule différence, elle est là. Elle est vraiment sur le côté entretien du cadre de vie, sur les procédures qu'il faut mettre pour nettoyer la maison. Mais rassurez-vous, on a une astuce à Formaki pour que vous n'ayez pas de problème à l'examen avec ça. Alors, notre astuce, c'est quoi? Eh bien, c'est que tous les soirs, on s'entraîne à faire le protocole, tout simplement. Oui, j'allais vous demander, est-ce que vous faites de la mise en pratique pendant la formation Alors oui, la mise en pratique, elle est essentielle, c'est ce qui vous permet d'apprendre. La différence entre un titre professionnel et le bac ou le CAP, c'est que le bac ou le CAP, je suis devant le professeur et j'écris. Là, ce n'est pas le cas. Alors bien sûr qu'il y a des prises de notes, etc. Mais là, l'intérêt, c'est de se mettre en jeu, c'est de jouer le rôle d'eux. Alors qu'on soit timide, pas timide, c'est pareil, ne vous inquiétez pas. L'objectif, c'est de tester en centre de formation. Donc là, vous ne le voyez pas autour de moi, mais à l'étage, j'ai un appartement. J'ai un appartement qui est comme l'appartement d'une personne âgée. Et j'ai un mannequin qui fait la personne âgée. Et en fait, on va s'entraîner sur l'appartement pour faire le ménage, pour faire le repas, pour changer. Vous savez qu'une auxiliaire de vie, elle peut faire l'aide à la toilette, elle peut changer, habiller, etc. les gens, mais on s'entraîne dessus en fait. Vous ne serez pas une bonne professionnelle si vous ne maîtrisez pas le geste technique. Et le geste, ça s'apprend en formation en fait. Donc oui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratique. Il y a un peu d'écrit, il y a de la communication, mais il y a aussi de la pratique. En effet, oui. Je rebondis sur une question qui a été posée dans le chat parce que c'est vrai que depuis le début, on parle de l'auxiliaire de vie souvent au féminin. Est-ce qu'il y a des hommes dans vos formations et est-ce que ça évolue un petit peu? Alors, moi, jusqu'à preuve du contraire, alors, parfois je me pose des questions quand même, mais je suis un homme. Oui, par exemple, nous, dans toutes nos formations, on a toujours 1 ou 2 mecs. Moi, quand j'étais salarié, dans l'association, alors j'ai fait 6 ans dans une association et 7 ans pardon, dans une asso et 7 ans dans une entreprise. Dans l'association, j'avais 3 garçons. Alors, je parle d'assistants de vie, je ne parle pas des jardiniers, etc. J'avais 3 assistants de vie garçons et dans l'entreprise, j'en avais plus. Je devais avoir 10%
Donc, j'avais une entreprise de 120 salariés. Ouais, j'en avais 11-12 et qui y sont d'ailleurs toujours aujourd'hui. Donc, oui, bien sûr qu'il y a des garçons. Quand on est garçon dans ce métier, c'est une force et une faiblesse à la fois. Alors, pourquoi la faiblesse? Mais parce que les personnes âgées, les personnes handicapées, ils sont habitués à voir venir une femme. Donc, quand ils voient venir un mec, ils se disent, c'est quoi ce bordel, quoi. Donc, ça veut dire qu'il faut un peu plus de travail pour se faire accepter par le bénéficiaire, par la personne chez qui j'interviens. La force, par contre, d'un homme, c'est que quand il est accepté, c'est beaucoup plus facile pour lui d'intervenir parce que ben, l'homme, on sait qu'il va être assez fort pour nous porter. Voilà. C'est des préjugés qu'ont les gens, mais c'est des préjugés qui peuvent nous aider de temps en temps. Donc voilà. Moi, je peux vous raconter par exemple l'histoire de Fahad. Fahad, c'était un garçon que j'ai embauché, bon, ça fait un petit bout de temps maintenant, parce que je l'avais embauché en 2014, je crois, ou 2015. Fahad, il avait tous les problèmes de la Terre pour ce métier-là. C'était un mec. Il était jeune. Et en plus, il était noir. Alors là, il avait tous les défauts que les gens veulent, que nos bénéficiaires. Et bien, n'empêche que ce garçon, quand je le mettais quelque part, au début, il disait « Ah, mais non, je ne le veux pas à la maison, etc. » Je dis « Oui, allez faire le repas. On s'en fiche de ce que disaient les gens. » Et bien, à chaque fois, les bénéficiaires, les personnes âgées handicapées, m'appelaient le soir pour me dire « Ce garçon, il est bien, je veux le garder. » J'ai la même histoire avec Angelo. Angelo, c'était alors il était tout petit, Angelo, il avait 18 ans, c'était un jeune portugais qui parlait pas très bien français d'ailleurs et qui avait raté sa formation à cause de ça d'ailleurs. Ça ne m'a pas empêché de le recruter, hein. Vous voyez comme quoi le diplôme n'est pas forcément… il faut être formé, mais pas forcément être diplômé. Donc je l'avais embauché Angelo et Angelo, il était hyper mignon, quoi. En fait, c'est-à-dire qu'on pouvait que tomber amoureux de lui quand il parlait. Et c'est vrai que quand une personne âgée, une mamie, le recevait à la maison, ça passait directement. Et ça, on le voit assez peu en fait avec les femmes. Avec les femmes, elles ont quand même besoin de montrer qu'elles sont professionnelles. L'homme, au début, ça va bloquer parce que c'est un homme, mais une fois que cette barrière passe, ça va mieux. Angelo, par exemple, c'était un cuistot, mais horrible. Le mec, il était capable de vous faire cramer la cuisine, quoi. Ça allait en fait à chaque fois les bénéficiaires le voulaient pour faire le repas en fait. Vous voyez. Donc oui, il y a des hommes dans ce métier, il faut les hommes, on en attend et vous êtes vraiment les bienvenus. Je vois aussi quelles sont les évolutions possibles. Alors pas pour les hommes, hein, je pense que c'est pour les hommes et les femmes. Alors ça dépend. Ça dépend. Donc il y a 3 grosses branches dans l'aide à domicile. Il y a 3 grandes. Si c'était un arbre, il y aurait 3 branches. Le premier, c'est tout ce qui est service à la personne. Donc, c'est le ménage, le jardinage, etc. La seconde, c'est l'accompagnement. C'est l'assistant de vie, c'est l'auxiliaire de vie. C'est moi, je vais aider les personnes les plus fragiles au domicile. La troisième, c'est le soin. C'est l'aide-soignant, c'est l'infirmier, etc. Donc, déjà, en évolution, on peut faire une de ces 3 branches. Moi, j'ai beaucoup, par exemple, d'assistantes de vie qui vont se former après pour être aide-soignante ou pour être infirmier ou éducatrice aussi, j'ai eu de temps en temps. Donc, elles partent sur le social. Donc ça, c'est une évolution possible. Autre évolution qui est naturelle aussi, c'est de passer dans le bureau. C'est-à-dire, je fais du terrain et quand j'ai une place qui se libère au bureau, ben hop, je me forme pour être responsable de secteur. Par exemple, mon ancien employeur, avec qui je travaille à Formaki, donc moi, vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, je forme des responsables secteur. J'ai une formation tous les ans pour les responsables secteur et c'est de janvier à janvier. Et là, sur la session que j'accueille en janvier, eh bien, j'ai 2 de mes anciennes salariées qui étaient auxiliaires de vie et qui montent au bureau pour gérer des plannings. Donc voilà, ça c'est une évolution possible. Est-ce que les évolutions sont faciles? Oui. Est-ce qu'elles sont pour tout le monde? Non, par contre. C'est-à-dire qu'il faut savoir faire ses preuves. Julien, du coup, depuis tout à l'heure, vous nous parlez un peu de personnes qui n'ont pas forcément eu leur diplôme, qui ont été recrutées. Est-ce que vous pouvez nous parler des opportunités de recrutement, c'est-à-dire après la formation ou en cours de formation? Quel lien vous avez avec les entreprises, avec les employeurs? Et quelles sont les opportunités? C'est très spécifique de Formaki. Donc, comme vous l'avez compris en début de présentation, Formaki, moi, j'ai été créé par des employeurs. C'est-à-dire que je ne bosse que pour des employeurs. Formaki est clairement un centre de formation pro-employeur. Si vous rentrez à Formaki, il y a forcément un employeur, soit qui vous attend, soit qui bosse déjà avec vous en alternance. Donc, nous, on n'a aucune difficulté à mettre en emploi, hein. Aujourd'hui, quelqu'un qui doit travailler, il travaille dans ce métier-là parce qu'il y a du besoin. Nous, on a des relations très franches avec l'employeur. Le Formaki, c'est un SAS. Comme vous avez dit, on donne notre chance à tout le monde. En revanche, c'est aux personnes de faire leurs preuves. Et faire leurs preuves, ce n'est pas avoir les meilleures notes en cours.
c'est pas être le meilleur stagiaire de la formation. Faire ses preuves, c'est arriver à l'heure le matin, avoir le sourire et avoir envie de travailler, c'est tout. Si vous avez ça, que vous ayez ou pas le diplôme, que vous réussissiez ou pas l'examen, moi, je peux vous assurer que vous aurez du travail, quoi qu'il en soit. Alors, il faut quand même être diplômé, parce qu'on est sur un métier en fait qui est conditionné par le département, etc. Et le département, il dit aux employeurs, vous devez avoir des gens formés. Donc, il va falloir que vous l'ayez un jour, le diplôme. Mais pas de souci, pas de souci pour le diplôme. Si vous le ratez une fois, moi, je vous représente. Et je vous représente gratuitement. C'est-à-dire que vous ne repayez pas pour passer, enfin, vous ne payez pas pour passer la formation. D'ailleurs, cette formation, elle est gratuite. Hein. Si vous avez un de mes confrères qui vous propose de payer, il faut fuir. Hein. Donc voilà. Alors attention, encore une fois, aux personnes qui ont fait leurs preuves. Moi, je veux vraiment que vous sachiez que ça tient qu'à vous, en fait. Ce métier-là, on ne le réussit que si on a envie de le réussir. Si vous êtes sérieux, fiable et de confiance, vous irez là où vous souhaitez dans ce métier, quel que soit votre niveau de départ, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des contrats en alternance ou quel type de contrat Alors, les contrats, dans ce métier, on a un peu de tout. Donc, je rentre en formation. Si je rentre en formation, je signe soit un contrat pro, soit un contrat d'apprentissage. Quel que soit votre âge, vous pouvez faire de l'alternance. Moi, dans mes cours en alternance, j'ai du 18 ans et j'ai même du 62 ans, c'est pour vous dire. Donc, entre 18 et 62, ça laisse de la marge. Donc, quel que soit votre âge, vous pouvez faire de l'alternance. L'alternance, c'est quoi? C'est j'ai un contrat de travail avec un employeur que moi, je trouve en fonction de là où vous habitez et de chez qui vous souhaitez intervenir, personne âgée, etc. Donc, j'ai un contrat de travail avec cet employeur et l'employeur me paye la formation et me paye pour venir en formation. Il y a une journée de cours par semaine, vous êtes payé pour venir en formation et c'est l'employeur qui vous paye la formation. Encore une fois, la formation est gratuite pour vous. Ça, voilà, il y a ça, c'est la majorité. Généralement, ce sont des contrats en CDI, c'est-à-dire que vous signez dès le début un CDI, mais dans votre CDI, au début, il y a de la formation. Alors, au début, c'est quand même un an et demi, hein, mais vous avez la formation pendant un an et demi. À la fin de la formation, vous êtes toujours en CDI, pas de souci. C'est souvent des temps pleins, donc des 35 heures semaine, mais ça s'adapte en fonction de vos disponibilités. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut être honnête avec l'employeur sur ce que vous souhaitez ou pas, ce que vous pouvez ou pas en termes horaires. En fait, l'employeur, il s'adapte juste à ça. Donc, on a des contrats en alternance CDI ou CDD qui sont de 35 heures. J'en ai des 30 heures, j'en ai des 24 heures, voilà. En revanche, vous n'aurez jamais un contrat en dessous de 24 heures. Un, parce que pour vous, pour vivre, ce n'est pas terrible. Et deux, parce que ce n'est pas intéressant pour l'employeur. L'employeur, il veut des gens qui puissent travailler. Et surtout, si vous intervenez chez une bénéficiaire, un usager, une personne âgée, il faut limiter le nombre de personnes qui vont chez eux. Donc, si vous ne pouvez pas faire toutes les interventions, ça peut être embêtant. Donc, on est au moins à 24 heures. Donc, voilà un petit peu pour les contrats. En termes de formation, il existe aussi ce qu'on appelle les POE. Donc, c'est des formations du lundi au vendredi, 35 heures par semaine. Vous ne signez pas encore de contrat de travail. Par contre, à la fin de la formation, vous avez un employeur qui vous attend. C'est-à-dire qu'à la fin de la formation, il vous signe un contrat. Et donc, la formation, que vous ayez ou pas le diplôme, vous pouvez travailler si, pendant la formation, vous avez fait vos preuves. Quel conseil, Julien, vous pourriez donner sur des personnes qui seraient intéressées voilà, comment s'y prendre et quels conseils vous donnez? Alors, ce que je constate au niveau des employeurs, ce qui bug souvent, c'est la présentation. Comment travailler la présentation avec vous, pourquoi pas, Lucie, avec la Maison de l'Emploi. Quand on vient, c'est catastrophique. Hein. On vient, on a des trucs à moitié dégueulasses. Là, j'ai une grosse tache de café. Mon CV, sur mon CV, regardez, hier, j'ai reçu un CV où il y a écrit commerce. Ce CV-là, je ne vais pas l'appeler, moi, par exemple. Donc, on vient avec un CV propre, avec une feuille propre, avec une pochette propre, où il y a écrit service à la personne dessus, quoi. On vient comme ça montre qu'on s'est préparé à l'entretien. Et c'est pareil, en entretien, on se prépare sur quand est-ce que je peux travailler et quand est-ce que je ne peux pas travailler. Je peux travailler de telle heure à telle heure, le week-end sur deux, etc. Pour que l'employeur puisse se projeter avec vous. Moi, mon conseil, il est là. Que vous soyez débutant, pas débutant, on s'en fout. Que vous soyez formé, pas formé, on s'en fout. Vraiment, le conseil que je mets en place, c'est ça, c'est maîtriser ce que moi, en tant que personne, je peux donner dans le métier. C'est surtout ça, quoi. Faire aussi attention à les retours que me font souvent les employeurs, c'est quand j'arrive en entretien, je suis à la bourre. Quelqu'un qui arrive en retard à l'entretien, c'est quelqu'un qui n'est jamais retenu. Donc, on arrive 10 minutes à l'avance, on se pose,
on coupe son téléphone portable. Ah oui, alors ça aussi important. Ça, le téléphone portable, on fait la guerre là-dessus, dans ce métier-là. Et en formation aussi d'ailleurs. On ne reçoit pas, le téléphone ne sonne pas avec une sonnerie hyper forte de la dernière chanson à la mode. Non, ça non. Encore une fois, il faut que l'employeur vous fasse confiance, quoi. Donc si, pareil, quand vous arrivez, vous ne posez pas votre téléphone sur le bureau avec les écouteurs, quoi. Ça, moi, je l'ai eu hier soir, ça. Hier soir, une jeune est venue, elle m'a posé son téléphone avec des écouteurs sur le bureau, avec la musique qui tournait, quoi. Si elle le fait chez moi, elle le fera sur le terrain. Donc, mais moi, je ne veux pas qu'elle fasse sur le terrain, donc je ne la prends pas chez moi. Donc moi, mon conseil, il est là, c'est de un peu préparer l'entretien, ne pas oublier que c'est un entretien d'embauche. Les employeurs du service à la personne sont très sympas, c'est vrai. Ils font du social, on est dans les métiers du social, mais ils veulent des gens professionnels. Et ça se montre dès l'entretien. Un autre conseil, c'est ne pas avoir peur de proposer un stage. De dire, écoutez, moi, je n'ai pas d'expérience, je n'ai pas de diplôme, c'est vrai, mais je sais que ça me plaît, je sais que j'ai envie de faire ça. Moi, quand on me dit ça, je dis, ah bon, mais comment vous savez que ça vous plaît? Quand vous allez en boulangerie et que vous n'avez jamais mangé de chocolatine, comment vous savez que la chocolatine, elle vous plaît ou vous ne l'avez jamais goûtée? Eh bien, moi, la réponse que j'attends souvent, c'est, écoutez, proposez-moi un stage. Voilà. Et là, vous avez gagné. Si vous dites, oui, c'est vrai, je n'ai pas d'expérience, je connais peut-être pas bien le métier, mais proposez-moi un stage pour y aller. Alors là, vous avez bluffé l'employeur et vous êtes sûr qu'il vous proposera un stage et qu'il vous embauchera si le stage se passe bien. On a Voilà, parlé ça, c'est mes avec conseils. les professionnels de l'immersion, des PMSMP qui peuvent être effectués dans les structures pour effectivement se faire une idée du métier et mieux cerner en fait s'il y a de l'intérêt pour le métier. Alors, et pas que ça, en fait. En effet, on se fait une idée du métier, etc. Mais on se fait une idée aussi du métier de là où je mets les pieds. Donc, pour Maki, nous, on travaille avec 80, un peu plus, 85 employeurs différents. Donc, c'est-à-dire que j'ai 85 entreprises. Et bien, j'ai donc 85 types d'entreprises. Et une entreprise n'est pas la même qu'à côté. Et donc, pour vous, il est important que vous trouviez une entreprise où vous vous sentez bien. Si, par exemple, ça ne marche pas avec l'entreprise A, ce n'est pas que l'entreprise A n'est pas bien ou que vous n'êtes pas bien. C'est juste qu'entre vous deux, il n'y a pas eu le feeling, tout simplement. Par contre, l'entreprise B, mais ça se trouve, ça va bien fonctionner, quoi. Par exemple, entre Edomi, qui est une grosse association de 450 salariés, et Général des Services, où ils sont que 30, et bien peut-être que vous allez mieux vous sentir à Edomi parce qu'ils sont plus nombreux, ou justement, vous cherchez un petit peu le contact et le cocon d'une petite boîte qui serait Général des Services. Donc, vous voyez, c'est aussi ça mon conseil, c'est de ne pas prendre pour argent comptant ce que vous voyez, ne pas construire de préjugés sur le métier d'une rencontre. Dans ce métier-là, vous allez forcément rencontrer des gens qui sont épuisés, vous allez forcément rencontrer des gens qui n'aiment pas leur métier. Il ne faut pas vous faire une idée vis-à-vis de ça, il faut vous faire votre propre idée. Quand je vais en boulangerie, quand je vais à Carrefour, c'est pareil, je rencontre des gens qui souffrent, qui ne sont pas contents d'être là. Je ne me dis pas pour autant que le métier de boulanger est pourri. Non, je dois me faire ma propre idée. Donc, c'est très important, ça. Donc, oui, il y a vraiment il y a 15 000 possibilités. Je vois un peu le temps passer. Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse répondre aux questions des participants. Je pense que là, les participants ont la possibilité de réactiver leur micro, de poser des questions qui les intéressent, soit par écrit via le chat, soit en réactivant vos micros, vous pouvez prendre la parole. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que des gens ont des questions? Dites-nous. On a une question. C'est l'association Mana. Voilà. Allez-y. Vas-y, Touria, pose ta question. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Raïs Touria. Et en fait, moi, je travaille, mais je ne travaille pas à temps plein. Et je cherche un travail, comme on dit, un temps plein. Et comme le problème, j'ai un problème j'arrive pas à lire et écrire en français. Donc, pour trouver un travail, c'est très dur pour moi, c'est très difficile. J'ai fait un diplôme, j'ai fait la formation, j'ai reçu un diplôme, j'ai un diplôme professionnel, mais le problème, je n'arrive pas à trouver un travail. Et chaque fois que je cherche le travail, à cause que je n'arrive pas à lire et écrire, c'est un peu, ça bloque. Voilà.
Donc, je trouve le travail de 2 heures, 3 heures, une fois par semaine, c'est pas assez pour moi. Et un peu, ça bloque et ça m'énerve parce que j'aime bien travailler et je suis, comme on dit, motivée pour le travail. Je donne tout ce que j'ai pour le travail. Je suis arrivée depuis 2007. Je suis marocaine. Donc, je suis arrivée depuis 2007. Je fais des cours français parce que quand je suis arrivée en France, je n'arrivais même pas à parler, même pas un mot. Donc, c'était obligatoire pour faire des cours français. J'ai fait un peu des cours français. J'ai reçu le diplôme, mais c'est juste pour parler, pour discuter avec les gens. J'ai besoin de. Et aujourd'hui, vous êtes aide ménagère, c'est ça? Pardon? Vous êtes aide ménagère aujourd'hui, vous faites des ménages, etc., c'est ça? Oui, je fais les ménages et là maintenant je travaille beaucoup, je travaille à la mairie, je fais les bureaux, les ménages. Maintenant, je travaille centre de loisirs, je fais le repas, la plonge. Ah oui, c'est pas une aide ménagère ça, c'est une agent de restauration. Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Ouais. Mais Alors, le problème, je travaille qu'une fois par semaine, donc c'est pas. c'est court. Moi, je trouve ça. En fait, ta question, c'était est-ce que je peux faire un stage pour voir Oui, le travail? et ma question, s'il vous plaît, je voudrais juste savoir est-ce que je peux faire un stage? Ah ben le stage, vous pouvez le faire, bien entendu. Oui, parce que je sais que, comme on dit, j'arrive pas à lire et écrire, mais au moins je vais faire un stage pour savoir, ça veut dire est-ce que je peux arriver ou non. Alors, moi, j'aurais 2 choses à vous dire. Alors, encore une fois, c'est le directeur du centre de formation qui va parler et le professionnel terrain, du coup. C'est vrai que moi, j'ai un peu cette ambivalence-là, je m'excuse. Le professionnel terrain vous dit, bienvenue. Si vous êtes sérieuse et que vous êtes fiable, c'est-à-dire que vous êtes ponctuel et que vous allez bosser, alors là, bienvenue. Que vous parliez français, marocain, tunisien, le sénégalais, j'en sais rien, bienvenue, on a besoin de vous. Donc, oui, le stage est tout à fait possible. Moi, je peux tout à fait vous caler un stage avec une structure pas très loin de chez vous. Là, vous êtes sur une activité d'aide ménager, donc on peut commencer là-dessus, tenter un peu l'auxiliaire de vie pour convaincre l'employeur. Donc, ça, c'est possible. Ensuite, côté centre de formation, je vous dirais, il faut maîtriser le français. Donc, aujourd'hui, vous faites de la maîtrise de français, vous êtes en cours de français, est-ce que j'ai compris? Ça, il faut que vous le continuiez. C'est-à-dire que si les cours de français sont le lundi, par exemple, le temps plein ne sera pas possible parce que le lundi, vous serez en cours. Et vous devez continuer le français parce que pour vous, vous allez en avoir besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va, vous débrouillez bien, etc. Dans 10, 15, 20 ans, peut-être que vous allez avoir besoin du français et que là, il n'y aura pas l'association avec vous, il n'y aura personne pour vous aider. Donc, vous devez le maîtriser. Ça, c'est un objectif que vous devez avoir, vous devez continuer vos cours de français. Mais on peut tout à fait, pendant le français, travailler le projet d'aller sur du domicile, ça c'est tout à fait faisable. Encore une fois, la seule chose qu'il faudra que ça bloque, c'est vous. C'est-à-dire que si vous venez en entretien en retard ou mal habillé, c'est-à-dire vous venez avec des chaussures sales, des choses comme ça, ce sont que ces choses-là qui pourront bloquer. Moi, je vous invite à venir me rencontrer. Venez me voir à Formaki, on se prend un petit rendez-vous, on voit ce qu'on peut faire, on appelle une entreprise ou deux, on fait une petite PMSMP avec la maison de l'emploi, et hop, c'est parti, quoi. Comment on peut, les gens peuvent prendre contact avec Formaki, Julien? Alors, vous pouvez faire un mail à contact@formaki.fr. Moi, je préfère quand vous preniez rendez-vous avec nous, alors soit par mail ou soit en passant par votre référent emploi. Je pense à Opli, je pense aux associations comme l'association de tout à l'heure. C'était Mana, c'est ça? Ça, c'est Mana, oui. Voilà, Mana, je préfère. Alors pourquoi? Eh bien, parce que quand un professionnel nous appelle à nous, on se dit « Ah, c'est bien, c'est que la personne elle a déjà fait la démarche de rentrer dans une démarche active. » Moi, je ne parle pas d'aide et tout ça, d'assistanat, je ne parle pas du tout de tout ça. Moi, quelqu'un qui a l'intelligence de se faire aider dans des démarches comme ça, qui ne sont pas données à tout le monde. Hein, sincèrement. Moi, j'ai été demandeur d'emploi, c'est quand même un métier de chercher un emploi. Je trouve que c'est pertinent, quoi. Donc, ouais, on peut comme ça, soit par mail, soit en passant par les référents classiques. Pour Mana, si vous souhaitez qu'on se rencontre aussi, c'est avec plaisir, quoi. Enfin, on est open bar. On a une question via le chat de quelqu'un qui demande est-ce qu'il est possible pour une personne qui a travaillé 2 ans et demi dans le domaine et arrêté
pendant quelques années, j'imagine, de valider une VAE. Alors, légalement, la VAE, l'expérience, quand elle est arrêtée, je crois qu'elle doit être dans les 5 ans. C'est-à-dire que si les 2 ans et demi sont dans les 5 ans, c'est bon. Maintenant, nous, on fait des VAE. Ce qu'on voit au niveau des jurys, quand la personne ne travaille plus dans le secteur, le jury, il a tendance à dire à voir avec le projet. Donc, quand c'est un projet, par exemple, pour être aide-soignante ou éducatrice, des choses comme ça, et que le diplôme ADVF ou AES, qu'on vous présente après, je crois, permet en fait d'avoir une première marche d'escalier pour aller sur le diplôme, ça passera. Mais il faut ce projet-là. C'est-à-dire que ça doit rentrer soit dans un projet d'évolution ou soit d'emploi. Mais oui, légalement, vous pouvez tout à fait faire la VAE. Vous avez un compte CPF, il faut l'utiliser. Hein. Merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question avant de conclure cet atelier? Oui, on a une question, c'est encore l'association MANA. Alors, moi, je suis médiatrice à l'association MANA, je m'appelle Méral 1. Il nous est déjà arrivé d'accompagner des personnes ne parlant pas du tout le français. Et comme on est interprète à la fois, on a fait le lien avec certaines entreprises. En fait, quand il y avait des informations à donner au début, les gens passaient par nous et nous, on faisait le lien avec les personnes. Mais les personnes travaillaient bien, donc il n'y avait rien à dire sur leur travail. Et est-ce qu'avec vous, c'est possible, ça aussi, dans un premier temps, parce qu'il y a des personnes qui ne parlent pas du tout français, qui sont anglophones ou arabo ou turcophones ou autres, est-ce que vous permettez qu'au début, on fasse le lien et après, les personnes, bien sûr, prennent des cours, se perfectionnent et après, ils sont autonomes, quoi. Alors, ça, encore une fois, je vais vous donner 2 réponses. Ah. Alors, celle du centre de formation et celle du terrain. Alors, sur celle du terrain, c'est celle que je maîtrise le mieux. Sur celle du terrain, on ne peut pas. En fait, ce n'est pas légal. Dans l'aide à domicile, les gens interviennent dans des domiciles. Et en fait, moi, en tant qu'employeur, je n'ai pas le droit de divulguer des informations à un tiers concernant le travail de l'intervenante. Même si les clés sont là, enfin, même une connerie, le client, dans le cadre du domicile, le client ou le patient pourrait se retourner contre le salarié et donc contre l'employeur. Donc, sur le terrain, alors il y en a qui le font. Hein. Moi, je sais, je le faisais sur le terrain avec un petit loulou que j'avais pris en stage sur le jardinage. Mais c'est dangereux. Et je ne pense pas que les employeurs, aujourd'hui, dans le cadre du Covid et tout ça, prendront le risque. Donc, sur le terrain, ça va être compliqué. Donc, c'est-à-dire que la personne doit quand même maîtriser un minimum le français avant d'aller travailler. Côté centre de formation, moi, j'ai pas, enfin, si, j'ai le RGPD et toutes ces conneries, mais moi, je m'en fous complètement. Donc, sur la formation, ça ne poserait pas de problème. Donc, si on est sur une première étape formation, puis après terrain, c'est-à-dire que sur la première étape formation, il faut qu'on s'assure que la personne soit suffisamment armée pour comprendre ce que lui demandera l'employeur après. Nous, on a des projets, là, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, on a formé un groupe de migrants avec notre centre de formation sur une partie français, langue d'intégration, etc., puis sur le titre pro d'assistant de vie aux familles. Bon, l'expérience n'est pas heureuse, mais ce n'est pas la faute des participants, c'est la faute des centres de formation. Donc, ça veut dire que moi, c'est un public que j'ai envie d'aller chercher parce que les employeurs me le demandent. C'est-à-dire que les employeurs me disent « Julien, on a des migrants en France qui veulent travailler, il faut les prendre chez nous. » Donc, moi, je serai à l'écoute pour qu'on puisse se rencontrer, pour qu'on puisse créer un peu un projet à la carte où on pourrait en effet leur mettre du français à 100% à fond, etc. Et ensuite, la formation avec emploi derrière. Pendant d'ailleurs. Si vous, de votre côté, côté de l'association, le SAP est un secteur d'emploi qui intéresse vos participants, je vous invite à revenir vers moi. Et pourquoi pas avec la Maison de l'Emploi aussi, ça peut être intéressant qu'on en discute. Oui, on peut faire une mise en relation et réfléchir à ces questions-là qui sont des questions importantes. Ouais. Que les opportunités d'emploi dans le secteur du service à la personne sont importantes et correspondent aussi à des envies, à des parcours pour des personnes. Là, sur le groupe que j'ai, par exemple, alors je dis migrants, mais c'est pas bien, hein, sur l'action SAP, il y a un jeune qui s'appelle Nourdine. Nourdine, il est très bien, en fait. C'est un ancien kiné au pays. Et en France, alors il ne parle pas très bien français, mais par contre, sur le terrain, c'est une terreur, le mec. Il nous fait un boulot de monstre. Et lui, il signe un contrat pro à la fin de sa formation. Malheureusement, je ne pense pas qu'il ait le diplôme à cause de la langue. Mais il signe avec moi et son employeur de stage, il va signer un contrat pro d'auxiliaire de vie.
Et moi, je vais le mettre du coup sur les mardis de la communication pour qu'il maîtrise mieux le français. D'accord. Donc, vous voyez, on est hyper à l'écoute. Hein. Il va falloir qu'on conclue cet atelier. On va pouvoir peut-être les micros si ça ne vous dérange pas. Je voulais remercier chaleureusement Julien Castan de Formaki là, pour son intervention. Merci beaucoup pour la clarté de l'intervention et pour les réponses aux questions qui étaient très pertinentes. Je pense que tous les participants ont une vision un peu plus claire de ce que peut être la formation à DVF et puis aussi des enjeux autour de ça et des choses à valider avant de rentrer en formation. Ça me semble important. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on reste connecté pour les participants que ça intéresse et on va attendre de nouvelles connexions. Pour l'intervention de Madame Brulfer de l'IFAS de Bordeaux-Nord sur la formation d'aide-soignants. Donc, Julien, merci beaucoup. À bientôt. Si vous voulez rester pour écouter votre concert, et sinon moi j'aime pas les aides-soignants. J'ai été hospitalisé, j'ai une très bonne expérience. Non, je vais vous laisser travailler parce que elle a beaucoup de choses à dire aussi. C'est un très beau métier. Alors rappelez-vous, moi je vous ai parlé de la branche de l'accompagnement. Elle va vous parler de la branche du soin. En tout cas, merci beaucoup. Bon courage pour la suite et bienvenue à toutes les bonnes volontés dans le métier. Merci Julien. Au revoir. Monsieur. Bonjour Madame Brulfer. Bonjour Madame Kerinel, comment allez-vous? Très bien, merci. Donc, bienvenue dans cet atelier. On vient de parler en fait avec Julien Castan de Formaki de la formation ADVF. Et puis, on souhaitait aussi vous faire intervenir et parler avec vous de la formation d'aide-soignant. On a évoqué lors de l'atelier métier d'hier, on a eu des témoignages de 2 aides-soignantes qui étaient très intéressants, une qui exerce à domicile et l'autre qui exerce en structure dans un EHPAD. Du coup, ça nous a donné une bonne vision du métier. C'est vrai qu'on trouvait important d'avoir votre vision et puis que vous puissiez nous en dire plus sur la formation d'aide-soignant qui a évolué en plus ces dernières années. Voilà. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, puis présenter votre structure? Alors, bonjour à tous. Je ne vous vois pas, j'espère que vous êtes nombreux derrière l'écran. Je ne vois que Madame de Kerinel. Donc, moi, je suis infirmière de métier. J'ai d'abord commencé à travailler dans les soins. Je travaille 2 ans comme aide-soignante de nuit pour financer mes études d'infirmière. Et ensuite, j'ai travaillé 10 ans à la clinique Bordeaux-Nord, 10 ans à l'Institut Bergonié, puisque c'était les patients qui étaient atteints de maladies cancéreuses qui m'attiraient le plus. Et puis, au bout de 20 ans des soins, après plusieurs reprises, la Croix-Rouge cherchait des formateurs. Et donc, j'ai travaillé à la Croix-Rouge pendant près de 10 ans, de 2003 à 2011, donc 8-9 ans, comme formatrice en école d'infirmière. Et en 2011, le poste de directrice de l'école d'aide-soignante s'est libéré. Et comme ils se souvenaient de moi, de mon début de carrière, ils m'ont téléphoné, ils m'ont demandé si ça m'intéressait. Évidemment, le métier d'aide-soignante, c'est le cœur du métier de l'infirmière. C'est le plus beau, la plus belle partie. S'occuper des personnes et non s'occuper de la maladie. C'est-à-dire, on peut faire des belles opérations, une greffe, tout on veut, mais si on ne s'occupe pas de la personne, eh bien, n'importe quel médecin ne peut rien faire. Donc, s'occuper de la personne, c'est de s'occuper de ce qu'elle a besoin pour dormir, pour bien manger, pour respirer, ne pas tomber malade plus qu'elle n'est quand elle est à l'hôpital, ou à domicile, ou en établissement pour personnes âgées. Donc, j'ai été ravie de revenir auprès des aides-soignantes et retravailler mon propre rôle propre, si je puis dire, ce qui nous fait exister, c'est-à-dire pas forcément faire des piqûres ou soigner. En cancéro, avec les servies, avec les chimios et tout ça. On était plus agressif, si vous voulez. L'infirmière, finalement, elle agresse le malade par les traitements. L'aide-soignante, elle va coucougner, elle va mettre du confort là où il n'y en a peut-être pas forcément quand on est malade. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'IFAS du coup de Bordeaux-Nord? Qu'est-ce que c'est? Alors, notre centre de formation, il existe depuis 1973. C'est une association de loi 1901, donc on n'a aucun intérêt lucratif. Ce qui nous intéresse, et le projet vraiment de ce centre, c'était des professionnels bien dans leur basket et qui sont capables d'écouter les autres et de leur rendre service. Donc, depuis le départ, on n'a pas changé d'idée, je dirais, même si le concept en 73 change aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, un aide-soignant qui sort de mon école, il a 10 postes, 20 postes devant lui. Donc, c'est un métier qui recrute énormément. On est en pénurie complète, le vieillissement de la population se fait sentir, les soins à domicile.
tout ce qui est de l'ambulatoire aussi, les malades ne restent plus à l'hôpital. Dès qu'ils peuvent rentrer chez eux, ils sont chez eux. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont bien, qu'ils peuvent tout seuls se débrouiller pour leurs soins d'hygiène, etc. Donc, les aides-soignantes, vous aurez du boulot si vous vous êtes attiré par ce métier-là. C'est terminé avec le chômage, c'est terminé avec l'appréhension du lendemain. Et c'est un métier qui est en pleine rénovation. Ça y est, de niveau 3, on est passé niveau 4 la semaine dernière. Donc, on va passer en catégorie B à l'hôpital. Il y a une augmentation qui est prévue avec le Ségur. On a enfin un gouvernement qui s'occupe de nous, aides-soignants, là depuis 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça veut dire de passer de niveau 3 à niveau 4, du coup? On n'est plus assimilé aux niveaux les plus bas. C'est une formation qui va être reconnue. Donc, qui est reconnue déjà au RNCP, qui existe. Mais dans l'échelle des salaires, c'est le SMIC. Alors que là, on va être au-dessus du SMIC. On est, je pense, dans un niveau d'infirmière numéro 1, si on peut dire, ou numéro 2, selon comment on se chiffre. En Angleterre, il y a des nurses, ça s'appelle les infirmières nurses. Il y a nurse 1 et nurse 2. En France, il y a aide-soignante et infirmière. Voilà, cherchez l'erreur. Donc, aide-soignant, c'est un peu un nom qui sera peut-être rénové. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Mais en tout cas, le référentiel est rénové. Les conditions d'accès sont rénovées. Et aujourd'hui, on va avoir un référentiel qui va arriver en 2022, qui va vous donner, en tant que futur aide-soignant, si vous êtes tenté par ce métier, une part d'autonomie qui n'existe pas aujourd'hui. On est soumis, entre guillemets, à l'infirmière quand on est aide-soignant. On est sous sa responsabilité, comme si on n'était pas capable de délivrer des soins tout seul. Or, maintenant, cette reconnaissance-là est en train d'arriver, avec peut-être un exercice libéral, quelque part. Donc, on est dans une vraie mutation du métier parce qu'il y a une vraie reconnaissance aujourd'hui de leur rôle. Est-ce que vous pouvez dire aussi qu'il y a eu un gros changement avec la suppression du concours d'entrée? Alors, le concours, il n'y a jamais eu de concours, c'est une sélection. Bon, bien sûr, il faut savoir lire, écrire, parler français et comprendre ce que disent les gens, parce que les gens, souvent, quand ils sont très malades, ils ont du mal à s'exprimer. Donc, il faut bien comprendre leurs plaintes, même lire entre les lignes de leurs plaintes. Donc, il faut avoir une bonne base en français. Donc, je pense à toutes les personnes qui sont étrangères en face. Commencez d'abord à faire une remise à niveau pour bien comprendre le français. Après, il faut avoir une bonne formation en anat-physiologie, parce qu'il faut comprendre comment le corps fonctionne pour comprendre un signe. Donc, quand une personne a une modification de son état clinique, ça s'appelle, il faut pouvoir le comprendre. Donc, il faut avoir une base quand même intéressante pour pouvoir le faire en anatomie, physiologie, c'est à savoir comment fonctionne le cœur, les poumons, des choses comme ça. On le revoit à l'école, mais de façon succincte. On est censé avoir un niveau au moins de 3e quand on rentre dans une école d'aide-soignante. Mais un niveau acquis, pas un niveau fait. C'est souvent parfois l'erreur. Et puis après, maintenant, la sélection, elle se fait, il n'y a plus de décrit comme il y avait lieu avant, et c'est en ça que vous dites qu'il y a une modification. Il n'y a plus d'écrit, mais finalement, le niveau écrit est presque plus important aujourd'hui. Alors pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? C'est un dossier qu'on doit constituer. D'accord. Et dans ce dossier, vous allez écrire une lettre de motivation et une situation qui vous fait penser que vous êtes fait pour le soin. Et à travers cette situation que vous allez écrire, on va en déduire, 1, que vous avez les capacités pour suivre, et 2, la motivation pour vous occuper de personnes souffrantes, vieilles, fatiguées. Donc, avec le Covid, on n'a pas eu d'euros, donc ce qui a pénalisé quand même nos candidats, parce que parfois on peut avoir un dossier un peu moyen, et puis l'entretien est éblouissant, on a envie de prendre la personne. Là, on n'a pas d'entretien du fait du Covid, et nous, ça nous manque beaucoup de ne pas rencontrer nos futurs élèves. Donc, on a fait une sélection sur dossier. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez, vous, des élèves qui rentrent en formation? Quelles sont vos attentes, vos critères? Qu'ils aient envie de s'occuper de personnes qui n'ont pas choisi d'être malades. Qu'ils se sortent un petit peu de cet effet un peu… aujourd'hui, dans notre société, on est un peu tourné vers soi, on est tout le temps en train de se plaindre, tout le temps en train de dire « moi, je ». Or, quand on est dans un service de soins, on se rend compte que les personnes… elles n'ont pas choisi d'être malades, elles n'ont pas choisi d'être vieilles et handicapées, elles n'ont pas choisi d'avoir besoin des autres pour leurs soins. On a envie de s'occuper de soi-même tout seul tout le temps. Et si on est tout le temps en train de se plaindre auprès de ces personnes-là, ce n'est pas possible. Donc, il faut des gens qui sortent un petit peu de leur miroir, je dirais, et qui ont envie d'aider les autres. C'est tout. Après, cette motivation-là, elle doit être profonde parce que tous les jours, vous allez côtoyer des gens
qui répugnent à demander de l'aide aux autres. On n'a pas envie que la toilette soit faite par quelqu'un d'autre. On n'a pas envie d'être nourri par quelqu'un d'autre. Donc tout ça, c'est très difficile. Donc il faut avoir une sorte de compréhension du monde de l'autre quand on est soignant pour justement lui éviter cette culpabilisation et cette peine de devoir être aidé. C'est peut-être un peu plus difficile à comprendre quand on devient aide-soignant. Et après, nous dire un petit peu cette motivation-là va vous permettre de tenir le choc, je dirais, de la difficulté du métier. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont un peu les conditions de réussite d'une formation, c'est-à-dire quelles sont enfin, voilà, comment on peut s'y prendre pour bien réussir une formation d'aide-soignant? Alors, avant, il faut s'interroger sur ses motivations. Est-ce que j'ai envie d'aider les autres? Et en quoi je vais pouvoir faire abstraction de mes propres problèmes, le temps que je me consacre aux autres. Mais il y a plein de métiers comme ça, il n'y a pas que le vôtre, Mme Kérinel. Il y a plein de métiers qui demandent beaucoup d'attention, c'est-à-dire écouter l'autre et faire abstraction de soi, s'oublier. Et ça, c'est intéressant aussi, surtout quand on a eu des soucis. Finalement, le métier et le travail peut être une bonne diversion. Et puis, quelque part aussi, avoir une équipe. On travaille beaucoup avec d'autres personnes. Donc, il faut être suffisamment dans le consensus pour supporter, entre guillemets, les différences qu'on a tous et les différentes visions qu'on peut avoir du métier aussi. Donc, il faut être assez souple, je dirais. Ça, c'est la première qualité. Après, quand on a cette qualité de tout, c'est pas un métier qui demande des connaissances ni des capacités intellectuelles très développées. Hein. Ah, je suis coupée, je crois. Oui. On vous attend, on vous entend, tout va bien. Enfin, moi, en tout cas, ça voilà. va. Avoir envie. Et on réussira sa formation si nous aussi, on arrive à vous faire aimer ce métier au point où vous vous engagez à la fin dans un service de soins que vous aurez choisi. Hein. Il y a tellement de choses différentes dans ce métier-là qu'au bout de quelques années, quand vous êtes un peu fatigué dans un service, vous pouvez changer de service. Au lieu de râler et de dire j'ai toute la peine du monde sur le dos et puis ça fait, on change de service et puis on voit un autre domaine du soin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le contenu de la formation, puis sur son déroulement, combien de temps ça dure, les stages, etc. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, donc c'est la dernière année qu'on va la faire sur ce format-là. Vous rentrez en janvier dans notre centre à Bordeaux-Nord, vous finissez en décembre. C'est une formation qui dure 10 mois, mais il y a des vacances. Hein, donc, il y a 6 stages de 4 semaines qui sont répartis sur toute l'année et 17 semaines de cours qui sont répartis toute l'année. Et les 17 semaines représentent les 8 compétences. Donc, chaque compétence a un nombre de semaines de cours et un nombre de stages afférents. Il faut valider des notes en stage pour les compétences. Donc, ça, c'est les professionnels du terrain qui vont vous valider que vous êtes capable de vous occuper des personnes. Et pour chaque compétence, vous avez une épreuve à l'école. Les gens qui ratent, c'est les gens qui ne sont pas bien dans leur peau et qui ne sont pas à leur place. Ce pas les gens ni bêtes, ni… ce sont des personnes qui se sont trompées d'orientation. La mauvaise note, elle vient de cette absence de cohérence sur le projet et l'envie d'y faire. Là, je viens d'avoir 3 abandons. C'est des personnes qui préfèrent faire autre chose. Il vaut mieux qu'ils partent et qu'ils aillent faire le boulot qu'ils ont choisi plutôt qu'ils se rendent compte qu'ils ne veulent pas faire de toilette, qu'ils ne peuvent pas toucher l'autre. Donc ça, c'est rédhibitoire. Dans le soin, on touche forcément l'autre. Est-ce qu'il y a plus de succès pour des personnes qui connaissent déjà le secteur d'activité, qui connaissent déjà… Oui. D'accord. Oui, on a beaucoup de jeunes issus des bacs professionnels à SSP. Ces jeunes-là, ils ont déjà fait des remplacements, ils connaissent le métier, ils en connaissent aussi tout ce qui est la beauté et tout ce qui peut être un peu en termes d'inconvénients. Et du coup, quand ils viennent, eux, ils restent plus longtemps. Oui, effectivement. D'accord. Est-ce que vous avez des personnes, on en a parlé hier d'évolutions professionnelles qui sont possibles entre des métiers, enfin des passerelles possibles, notamment par la VAE. Est-ce que vous avez des personnes dans… Alors, par la VAE, non, parce qu'une fois qu'on est aide-soignante, on peut devenir infirmière, puisqu'il y a des places réservées dans les écoles d'infirmières en dehors de Parcoursup. D'accord. Donc, ça a tout ce barrage qui existe actuellement depuis 2 ans de Parcoursup. Et aujourd'hui, l'aide-soignante qui fait une formation en apprentissage gagne l'année de formation pour pouvoir rentrer en école d'infirmière. Parce qu'avant, il fallait exercer 3 ans. Maintenant, celle qui fait l'apprentissage en même temps, c'est 2 ans.
Donc, du coup, 3 années après être passé dans notre école, vous pouvez devenir infirmière. Et tous les ans, j'aide 2 ou 3 élèves, anciens élèves, hein, aides-soignants maintenant, à devenir infirmiers. Tous les ans, j'en ai au moins 2 ou 3 qui rentrent en école d'infirmière. C'est mon cas. Hein. Avant d'être directrice, j'étais aide-soignant. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, donc on a parlé tout à l'heure un peu des critères de sélection, de réussite. Quels sont les points à valider, les points de vigilance à avoir pour une personne qui, avant de commencer cette formation, qu'est-ce qu'il faut qu'elle valide la personne pour s'assurer de son succès à la formation? Alors qu'elle ait envie, hein, je reviens là-dessus. Ouais. 17 ans, puisqu'il faut avoir 17 ans le jour de la rentrée. D'accord. Donc ça, c'est pas difficile. J'en ai jamais eu encore des gens d'en dessous de 18 ans. Et après, il faut avoir un bon niveau de troisième, quel qu'il soit. Hein. Pour les étrangers, il n'y a pas de souci. En termes d'organisation la plupart du temps, sont bacheliers aussi. Hein. En termes d'organisation du temps de formation, etc. Alors, il faut se consacrer totalement à la formation. Il ne faut pas faire 2 choses à la fois. L'année de formation, il ne faut pas s'amuser à faire autre chose parce qu'on va vous occuper. Hein. Là, c'est sûr. Déjà, vous êtes 35 heures à l'école ou en stage, donc c'est une semaine. Alors, pour les personnes qui sont sans emploi depuis longtemps, il faut se réhabituer à se lever, à être à l'heure. Il n'y a aucune heure d'absence n'est autorisée. Pour être présenté au diplôme, il faut avoir fait toute la formation. Donc, il faut garder une bonne santé, il faut gérer bien son sommeil, son alimentation, avoir un bon système de garde si on est maman, ou avoir un papa qui gère vraiment la situation, avoir une solution quand ils sont malades, parce que la priorité, elle sera à l'école, vous ne pouvez rien manquer. Donc ça, c'est parfois un handicap pour certains. Mais ceci dit, une fois qu'on l'a bien compris, il faut le gérer avant. Hein, il faut vraiment le gérer avant. Il faut avoir fait tous ces vaccins pour rentrer en formation. Donc, on vous demande dès la sélection de vous mettre à jour. Alors, il y en a qui répugnent à le faire parce que je ne sais pas trop. Mais aujourd'hui, les vaccins, c'est indispensable. Hein. On ne peut pas envoyer des gens travailler auprès des malades et prendre le risque qu'ils tombent malades, eux. Donc, il y a l'hépatite, la tuberculose, c'est un minimum, hein, je dirais, la grippe, la rougeole, c'est une maladie grave, la rougeole plus grave que le Covid. Hein. Donc, parce qu'elle tue les personnes, elle tue des jeunes d'ailleurs. Donc, on demande des vaccins dès la sélection, ça c'est important. Et puis après, je dirais la motivation. Hein. Ça, c'est le nerf de la guerre, mais dans tous les métiers. Oui, bien sûr. Il faut qu'elle soit motivée, hein, sinon, dans le supermarché, ça ne va pas le faire. Hein. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le lien entre la formation et ensuite l'embauche vers quel lien vous avez-vous avec les structures qui Alors, les structures me téléphonent tous les jours pour chercher des aides-soignantes qualifiées et diplômées. Donc, vous aurez, vous, les prochains qui sont derrière le poste, que je ne vois pas, au moins le choix sur 10, 20 postes à la fois en même temps. Donc, c'est vous qui choisissez. Et pour travailler avec quel public, quel type de structure? Tous les publics peuvent être malades. Hein. Bien sûr, plus on est âgé, plus on risque de l'être. Donc, forcément, le public, en moyenne, est beaucoup plus âgé. En réanimation, hier, j'avais la surveillante de la Réa de Bordeaux-Nord. Elle m'a dit, mon public, il a 85 ans de moyenne d'âge. Forcément, plus on est âgé, et je dirais pas heureusement, mais on voit moins de jeunes dans les réanimations et on voit pas de jeunes en EHPAD, par exemple, forcément. Donc, c'est plutôt des personnes âgées et des personnes qui ont des problèmes de santé. Sinon, s'ils vont bien, ils sont chez eux, ils se débrouillent tout seuls. Ils n'ont pas besoin de nous. Et après, on a aussi tout le secteur du handicap qui peut toucher des jeunes. On a beaucoup de stages dans les IEM et dans les lieux d'handicap. Donc là, c'est encore une autre dimension. Ça peut être des gens plus jeunes, mais voilà, c'est des gens qui ont vraiment besoin de notre soutien. Domicile, clinique, hôpitaux. Tous nos élèves font des stages dans les cliniques privées, à l'hôpital, au CHU, à Haut-l'Évêque, à Saint-André, à Pellegrin. Il y a un stage obligatoire en EHPAD, donc là, il y a une énorme demande. À domicile aussi, ça se demande de plus en plus. Enfin, tout le monde recrute en ce moment. Tout le monde. Il va manquer 300 000 soignants dans les 5 ans qui viennent. 300 000. On nous a demandé de doubler nos effectifs, chose qu'on a déjà fait, nous, depuis 2 ans à Bordeaux-Nord. D'accord. Du coup, les stages durant la formation, obligatoirement, on voit l'ensemble des... On ne peut jamais tout voir, mais on voit 6 domaines différents. Pour les personnes en parcours complet. Sur les 6 domaines, il va y avoir de la chirurgie, de la médecine,
de la psychiatrie, du handicap, personnes âgées. Et après le 6e stage, il est dit optionnel. C'est le jeune qui nous dit, ou le moins jeune, hein, qui nous dit, moi, j'aimerais bien faire un stage en dialyse, en bloc opératoire, ou refaire un stage auprès de tel service parce que ça m'a bien plu et je voudrais plus tard travailler en oncologie ou je ne sais où. Donc là, on essaye de coller au projet de la personne, mais 6 stages, c'est suffisant pour voir l'ensemble. Hein. Il faudrait en faire 1000. Vous parlez des jeunes et des moins jeunes. Est-ce que vous avez aussi des personnes qui sont, par exemple, en reconversion professionnelle, qui seraient… On a un candidat qui a proposé sa candidature à 57 ans. D'accord. Donc, vous voyez, et j'ai des jeunes qui sortent du bac. Donc, on a une grande majorité maintenant de bac à SSP puisque je les prends en apprentissage. Parce que les bacs à SSP, ils ont que la moitié de la formation à faire. Ils ont 3 stages et 9 semaines de cours. Donc, ces personnes-là, ils ont une année où ils peuvent travailler dans un établissement. Donc, nous, on a développé l'apprentissage. Cette année, j'ai 36 apprentis. Et l'année dernière, sur les apprentis qu'on avait, 97 ont signé un CDI le lendemain de leur diplôme, pratiquement. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur l'apprentissage, comment ça s'organise? Alors, c'est pareil, la sélection reste la même. Il faut avoir une dispense, bien évidemment. Hein. Il faut avoir un diplôme qui vous autorise à ne pas faire tous les modules. Ça va continuer à exister dans la réforme. Et tout le temps où vous n'êtes pas à l'école et que les autres seront complets, y sont, vous êtes chez votre employeur. Donc, vous êtes payé toute l'année aussi. Ah, bon, moi, je ne vous vois plus. Je réactive. Ça y est, je vous revois. Donc là, vous êtes payé. Vous cotisez à la caisse de retraite. Et ça fait partie d'une des 3 années exigées pour devenir infirmière. D'accord. Et vous pouvez faire la formation, si vous avez moins de 30 ans, infirmière en apprentissage. Je l'avais mis en place quand j'étais à l'école de la Croix-Rouge en 2008. Donc, vous voyez, ce n'est pas d'hier. On avait mis en place pour les 2e et 3e années la possibilité d'être payé pendant les études par le biais d'apprentissage. Quand on est aide-soignante, on est payé dès la première année, puisqu'on peut faire une faisant fonction aide-soignante, puisqu'on est déjà aide-soignante dès la première année. Donc, pour nous, c'est tout un schéma, je dirais, sur 5 ans, hein, carrément, sur 6 ans exactement, pour qu'un jeune devienne infirmier. Quand il n'a pas les moyens de le faire directement par Parcoursup. Et je trouve que c'est la plus belle des choses. Moi, c'est mon cursus hein, que j'ai fait en Lorraine en 81. D'accord. On n'a rien inventé. Bon, on a parlé tout à l'heure avec, hier, pardon, avec une personne qui était aide-soignante et qui était préalablement auxiliaire de vie. Est-ce que vous avez eu des parcours aussi comme ça J'en ai plein. Auxiliaire de vie, il y a la mention complémentaire, il y a le diplôme DEAES, il y a les AMP, il y a les ambulanciers. Tous ces gens-là ont des dispenses. Bon, j'en ai au moins 12 ou 13. Cette année, j'avais 17 candidats de cette nature-là. Et on en prend un maximum parce que c'est des gens qui sont prêts à devenir aides-soignants. Donc, on prend tout ce qu'on peut. Tous ceux qui sont financés, on les prend pratiquement. D'accord. Et quand vous dites… Là, la sélection, elle est beaucoup plus facile. Quand vous dites ils connaissent le métier. Financés, ça veut dire qu'ils sont passés par… Je vous entends très mal, pardon. Quand vous dites ceux qui sont financés… Je n'ai pas entendu votre question. Quand on parle des financements, du coup, ils sont passés par quelle étape? Alors, il y a 2 modes de financement. Pour les parcours complets qui sont issus du Pôle emploi, qui ont un numéro Pôle emploi, on a une subvention qui touche 45 places. Donc, moi, je vais afficher mes résultats jeudi pour la rentrée de janvier. Il va y avoir 45 personnes moins les reports de l'année dernière qui vont être affichées. Ces personnes-là, elles ont juste à justifier qu'elles n'ont pas démissionné et qu'elles ont un numéro de Pôle emploi. Donc, vers le 15 novembre, on va leur demander le récépissé comme quoi ils ont un numéro de Pôle emploi et ils seront pris en charge automatiquement. Ils n'ont pas de démarche à faire. Il n'y a rien il n'y a pas d'autre subvention, ni de Pôle emploi ni rien, c'est le conseil régional. Depuis 2006, M. Rousset, qui est le président de la région, s'est engagé dans la formation. Hier, par exemple, j'ai eu le conseil technique, j'avais un représentant du conseil régional qui venait vérifier qu'on faisait bien notre boulot par rapport à la subvention qu'il me donne. Donc ça, c'est important. Donc 45 places en parcours complet pour des demandeurs d'emploi ou des poursuites d'études sur des bacs généraux. Donc ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça roule tout seul. Et ensuite, moi, j'ai doublé la mise en prenant des apprentis et des parcours comme vous venez de le donner. On a plein de personnes qui ont un CDI.
dans un établissement avec un diplôme d'auxiliaire de vie ou avec un titre professionnel d'auxiliaire de vie ou avec un diplôme d'ambulancier, un diplôme d'ANP, auxiliaire de puère aussi. Donc, toutes ces personnes-là ont des dispenses différentes et ils ont souvent un CDI et avec un financement employeur pour devenir aide-soignant. Plus les apprentis qui sont surtout des jeunes issus du bac à SSP, où là, je les aide à la recherche d'un employeur. Les employeurs, j'ai eu beaucoup de mal au début quand j'ai mis en place l'apprentissage en 2014. Il y avait très peu. Et aujourd'hui, j'en ai plus d'employeurs que de candidats. Et aujourd'hui, M. Macron a mis en place, pour favoriser l'apprentissage, une subvention de 8 000 € par apprenti. Je peux vous dire, ça ne coûte plus rien à l'employeur, hein, puisqu'il n'y a pas de charge sociale sur les salaires. Moi-même, j'ai une apprentie secrétaire médico-sociale. Ça va me coûter 50 € par mois, mais j'aide une jeune à devenir secrétaire, à être payée pendant son année de formation et à financer ses coûts pédagogiques. Donc, c'est encore mieux que Pôle emploi, ça, quelque part. Hein. Oui. Oui, et puis l'apprentissage, maintenant, ça se développe. Mais il faut avoir une dispense, ça c'est sûr, j'entends bien. Est-ce que vous pouvez nous donner des indications sur le calendrier, puisqu'il y a des… quand est-ce que… Alors, le calendrier est assez rigide et c'est ça qui fait peut-être notre manque de souplesse. Parce que on est soumis à des lois qui sont très strictes pour les métiers d'infirmier et d'aide-soignant, vu la responsabilité quand même des êtres humains qu'on a. Il n'y a pas de souplesse dans les calendriers. C'est-à-dire, vous vous inscrivez sur une période qui va souvent de mai à juillet. Donc, vous déposez votre dossier à l'Institut. Le dossier est étudié et il y a des oraux d'organiser en septembre. Les résultats sont publiés la deuxième semaine d'octobre et la rentrée se fait en janvier. Il y a aussi tout un temps nécessaire pour les vaccins et tout ça. L'hépatite, c'est 6 mois. Donc, quand on s'inscrit en mai, il faut commencer tout de suite pour être vacciné, parce que si on n'est pas vacciné, on ne peut pas rentrer en formation en janvier. Donc, quelque part, c'est nécessaire, mais c'est pas très souple. Là, j'ai des demandeurs d'emploi qui me téléphonent, ben, je leur dis non. Là, je suis en train de recruter pour janvier 21, mais c'est déjà trop tard depuis le 8 août. On ne peut plus déposer de dossier. Et ça, c'est des lois, c'est l'ARS qui rigidifie tout ça, mais qui ne peut pas faire autrement. Par contre, il y a 2 rentrées sur Bordeaux dans des écoles différentes, et on se pose la question peut-être de faire 2 rentrées, nous aussi, au centre de formation, une en septembre, avec un calendrier un peu différent. Là, en ce moment, ils sont en train d'ouvrir les calendriers pour septembre 2021. Et moi, maintenant, tous ceux qui me téléphonent, c'est pour janvier 22. Le manque de souplesse, il est là. Mais ceci dit, ceux qui ne sont pas vaccinés, ils auront besoin de cette année-là pour le faire. Hein. C'est important, là, ce que vous disiez. Je ne vous entends plus du tout. Votre micro est coupé. C'est important ce que vous dites, parce que c'est vrai que… Non, je vois vos lèvres bouger. Parce que les personnes n'ont pas forcément conscience. Non, je vous entends. Moi, je vous entends bien. Mon son marche. Est-ce que c'est reparti? Moi, je n'ai rien touché. Allez-y. Je parlais du calendrier, des vaccins, etc., puisque de l'extérieur, on n'a pas forcément conscience de ces contraintes qui existent. Donc, c'est important que vous passiez ces informations aussi aux participants qui nous suivent, voilà, qu'ils aient conscience de qu'est-ce qu'il faut faire avant même de s'inscrire en formation. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur le site du CFP-BNA. Je vous donnerai les coordonnées. On est en train de le refaire actuellement pour qu'il soit encore plus attractif, pour qu'il soit bien à jour, je dirais, des nouvelles lois et tout ça. Vu que ça a changé, on est obligé aussi de se mettre au parfum du jour. Moi, ce que je vous propose toujours, hein, ceux qui nous téléphonent et qui viennent nous voir, c'est de laisser vos coordonnées mail. On va vous envoyer des mails dès qu'on aura une nouveauté, dès qu'on commencera à ouvrir nos dossiers. On vous enverra le dossier. À partir du moment où vous me laissez vos coordonnées, je ne les vends pas, je vous promets. Je les garde que pour vous renseigner et surtout vous informer des différentes échéances de l'année. Donc, vous allez sur notre site internet, parce qu'on ne peut plus venir à l'école vu qu'il y a le Covid. Vous pouvez, sur le point contact, laisser un mail en disant « Je voudrais être informé des prochaines sessions ». Et nous, en fonction que vous êtes parcours complet ou partiel, on va pouvoir vous donner les bons renseignements selon votre parcours. Et on pourra déjà faire un petit point aussi au niveau fiche de santé. Ça vous permettra de voir s'il y a des vaccins à démarrer 8-9 mois avant pour être à jour le jour de la rentrée. Parce que si vous n'êtes pas à jour, je ne peux pas vous prendre. Donc, il y a des reports qui se font. Ils arrivent le mois de janvier et puis il faut commencer tout le schéma et ce n'est pas possible.
Est-ce que, alors je fais un petit point sur l'actualité et sur la crise sanitaire peut-être, est-ce que là l'actualité a un impact sur la formation, sur les conditions de travail des aides-soignants? Alors, l'impact il est très réduit parce que tous nos élèves ont été très très bien protégés dès le 13 mars. On n'a eu aucun problème. Tous nos élèves ont eu leur stage, leur cours comme d'habitude. Alors, la petite différence, qui est une grosse différence, tous les cours étaient en présentiel jusqu'à aujourd'hui de façon obligatoire. On n'avait pas le choix, c'était la loi du livret. Là, on a un livret, ça c'est un recueil avec tous les textes qui régissent la formation. On n'avait pas le droit de faire des cours en distanciel, alors que le Covid nous a obligés, parce que les centres ont été fermés jusqu'au 10 juillet, puisque c'était la crise sanitaire. Et aujourd'hui encore, je n'ai pas le droit de prendre 80 élèves, je peux les prendre que par lot de 20. Donc, on appelle ça le distanciel. Donc, il faut pouvoir travailler aussi de façon autonome. Ça a changé ça. Et je trouve que finalement, c'est une très bonne chose. Hier, on en parlait encore au conseil technique. Le fait que l'élève est seul devant son écran pour travailler via une plateforme, ça lui demande toute une organisation personnelle aussi. Et du coup, ça l'aide aussi dans son organisation en termes d'autonomie vis-à-vis des personnes qu'elle va soigner. Si on n'est pas capable de se débrouiller tout seul pour gérer ses propres affaires, on ne va pas pouvoir gérer celles des autres. Donc, pendant toute l'année, il y a tout un travail sur comment me gérer et après pouvoir gérer les autres. Donc, le travail en distanciel a apporté cette ouverture-là à nos jeunes qui ont des niveaux très différents. Vous voyez bien, on peut avoir des personnes qui arrivent de l'étranger, qui n'ont pas de bagage scolaire ou qui ont un grand bagage scolaire. On a des gens qui ont un bac SSP avec des dispenses. Donc, on a un public tellement différent que chacun a des besoins différents en termes de connaissances. Donc, le distanciel, c'est une révolution là, dans les centres de formation imposée par le Covid. Et quelque part, c'est la bonne nouvelle. Le Covid peut emmener des changements importants et positifs. Et nous, on espère juste une chose, c'est qu'on en tiendra compte et qu'on ne nous obligera pas à revenir à ça. Donc, on a fait remonter ça via l'ARS au ministère de la Santé. On veut pouvoir travailler en distanciel. Pour ce faire, on est en train de révolutionner notre logiciel de gestion de la scolarité. On est en train de changer tous nos outils pour pouvoir avoir le type de contact qu'on a aujourd'hui via une classe, je dirais, virtuelle. On aura aussi ce qu'on a commencé via des sites un petit peu gratuits. On va avoir tout ce qui est aussi aide au matériel. Une personne qui n'aura pas d'ordi, sous caution, on lui prêtera un ordi pendant l'année. On est en train d'acheter aussi tous les livres nécessaires pour que vous puissiez les ramener à la maison un peu, puisque vous travaillez dans le CDI. Si vous ne pouvez pas venir au CDI, il faut que le CDI aille chez vous. Donc, il y a tout ça qui est en train de s'organiser pour que nos élèves de 2021 soient encore mieux lotis, je dirais, que ceux de 2020 où on a agi un peu dans l'urgence. Mais pour l'instant, j'ai pas qui a raté ces modules du fait du Covid. Au contraire, on n'a jamais eu des aussi bonnes notes. Donc, le problème, on a fait le module 2 qui est sur la NATFI, totalement en distanciel puisqu'on était totalement fermé. C'est 2 semaines de cours. Ça s'est très bien passé. La moyenne était de 2 points supérieurs avec un devoir qui a été fait en ligne. Il y a une plateforme qu'on a trouvée sur le ministère de l'Éducation. Donc, je pense que ça marche. Donc, finalement, plutôt positif, une révolution dans vos manières d'enseigner, mais finalement, ça a amené du positif et ça va permettre Ça révolutionne un peu le côté poussiéreux de nos études. J'en suis ravie. Et je le voulais, mais je ne pouvais pas. Les lois sont les lois. Mais là, le Covid nous a apporté une opportunité incroyable et il faut rebondir là-dessus. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que si vous mettez plus de temps à comprendre comment le cœur fonctionne, ben vous prendrez ce temps-là. Et puis, si vous allez plus vite sur l'appareil digestif, ben vous en prendrez moins. Donc, du coup, puis c'est peut-être un autre camarade qui, lui, aura plus de temps à travailler sur le digestif. Donc, tout ça, j'ai une équipe de formateurs qui a su faire des travaux très différents en fonction des niveaux. Et finalement, on peut mieux faire des groupes de niveau quand on a ces classes virtuelles. On prend les 10 qui ont des difficultés dans un tel domaine. On va les aider de façon plus soutenue que ceux qui réussissent, puisqu'on fait beaucoup de quiz pour mesurer les niveaux avant, après, etc. Donc, et encore, il y a encore, je dirais, un champ énorme de développement. On le découvre juste. On découvre juste les possibilités de ce distanciel. Avec des adultes, c'est possible. C'est moins facile avec des enfants, je pense, oui. Mais avec les adultes, oui.
Est-ce que j'aimerais bien qu'on ait le temps un peu Vos lèvres bouger, j'entends rien. Oui. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur le métier ou J'entends rien du tout. Est-ce que vous Oui, avez le micro. des… Oh, normalement, il ne se désactive pas. Est-ce que vous avez des éléments à ajouter sur la formation, le métier d'aide-soignant lui-même? Alors, le métier d'aide-soignant, il recrute énormément. Mhm. Donc, si vous cherchez un boulot, il y a de la demande, c'est celui-là. C'est un des premiers avec auxiliaire de vie à domicile. Donc là, vous aurez du boulot toute votre vie. Il y en a pour 40 ans parce que la population va vieillir. Donc, il n'y aura aucun souci. Moi, je veux des professionnels qui soignent bien parce que dans 20 ans, ça sera moi qui aurai besoin d'eux. Donc, je forme mes propres aides. Donc, j'ai pas envie d'être mal soignée et mal entendue. Ça, c'est la première chose. Donc, du boulot, il y en a. Et il sera de mieux en mieux payé, de mieux en mieux valorisé. C'est toujours que 35 heures. Donc, il y a quand même du temps pour se reposer. C'est vrai qu'il faut travailler un peu tôt, des fois le matin, un petit peu plus tard. Ben oui, parce que les personnes, elles vivent 24 heures sur 24. Hein. Il y aura aussi les week-ends, mais la caissière, elle travaille le samedi et le dimanche maintenant aussi. Il y a plein de métiers qui travaillent le samedi et le dimanche. Donc, de toute façon, je crois qu'aujourd'hui, dans notre société, on travaille que 35 heures en moyenne. Et il va être valorisé au niveau de l'argent. Donc ça, c'est important parce que quand même, on en a besoin d'un peu plus qu'un SMIC pour vivre aujourd'hui dans notre société. Ça, c'est important. Et ensuite, si vous avez envie d'avoir un métier passionnant, où vous faites jamais la même chose tous les jours parce que vous rencontrez des personnes différentes, qui ont des besoins différents tous les jours, même si ce sont les mêmes personnes, vous n'aurez jamais 2 jours pareils dans votre vie de salarié. Et ça, c'est important parce que vous allez à la rencontre de personnes avec qui vous allez échanger. Et la rencontre avec autrui, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Donc ça, je crois que c'est un métier passionnant pour ça, parce que vous n'aurez jamais des mêmes situations à faire. Donc il faut beaucoup à traiter, il faut beaucoup d'initiatives et je dirais d'adaptation. Et c'est cette grande richesse, parce que chacun d'entre nous, on est différent. Gardez votre différence, gardez votre culture, ne vous transformez pas, ne restez la personne que vous êtes et apportez le meilleur de vous-même pour répondre aux besoins des autres quand ils en ont besoin parce qu'ils sont malades, trop vieux ou trop handicapés. C'est un métier passionnant comme celui du monde de la transmission, de l'éducation. Oui, bien sûr. Merci. À nous rejoindre. Vous avez parlé brièvement là, des contraintes qu'il peut y avoir, notamment en termes d'horaire quand on exerce ces métiers-là. C'est vrai qu'il faut savoir que quand même, ce sont des métiers qui s'exercent dans des conditions un peu particulières, souvent en 12 heures de temps, etc. Donc, il faut quand même en avoir conscience. On a Alors, 12 heures, c'est un choix. On peut imposer à aucun salarié de travailler 12 heures. C'est-à-dire, quand on est à l'école, l'aide-soignante, elle va avoir 10 postes ou 20 postes qui vont s'ouvrir. Ben, à vous, je dirais, de jeunes diplômés, de choisir la structure qui vous convient le mieux. Si vous voulez travailler en 12 heures, c'est-à-dire travailler 12 jours par mois, parce que ça reste à ça, hein, et avoir presque les 20 autres à la maison, forcément, il faut bien s'enquiller, je dirais, les 35 heures en moyenne. Donc, vous allez travailler de 8 heures à 20 heures ou de 7 heures à 19 heures. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si vous voulez travailler en 7 heures, vous ferez du 7 heures, 15 heures ou du 13-21. Si vous voulez travailler dans le public, vous aurez des horaires qui ressembleront à ceux du public. Si vous voulez travailler dans le privé, vous aurez plutôt des horaires en 12 heures. Enfin, c'est à vous de sélectionner, je dirais, l'organisation qui vous convient le mieux pour vous. Vous aurez le choix. Donc, quand on a le choix, moi, j'ai eu 2 enfants, j'ai jamais eu de problème avec mes horaires. Hein. Jamais, jamais, jamais. Alors, on a une question qui a été posée sur Facebook, qui nous demande ce que c'est les horaires de la formation. Pour la formation, est-ce que du coup… Alors, les horaires de formation, c'est 8h30, 16h30 tous les jours à l'école. Pour les 17 semaines qui ont lieu actuellement, il va y en avoir 22 dans 2022 pour vous qui êtes candidat pour cette année-là. Donc, c'est 8h30, 16h30 de façon présentielle. Et dans les stages, ça dépend des horaires du stage. Si vous êtes au CHU, ça sera 6h45, 13h30, je crois. Et l'après-midi, c'est 13h, 21h. Là, vous prenez les horaires des soignants. Donc, vous pouvez, pendant votre formation, voir aussi ce que ça représente. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, un truc incontournable, c'est que quand on est maman, il faut avoir des bons moyens de garde pour ses enfants, avoir de la famille ou un conjoint très disponible, parce que pendant l'année, vous n'allez pas choisir les stages.
Donc, si vous faites un stage avec des horaires qui sont contraignants pour déposer les petits à la crèche, ben, vous allez être embêté pendant 4 semaines. Donc là, il faut trouver le bon moyen de substitution dans l'année. Ça, c'est sûr. Mais on ne pourra pas changer les horaires pour ça, pour vous. C'est un point important qu'on va aborder lors d'un atelier demain sur la conciliation entre la vie pro et la vie perso, et notamment des questions de garde d'enfants. Effectivement, quand on a des métiers qui ont des horaires un petit peu parfois atypiques, c'est important d'identifier en fait quels sont les moyens de garde ou les solutions qu'on peut trouver pour éviter d'être mis en difficulté en formation ou dans l'emploi. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Ça, c'est vraiment un des problèmes importants qui justifie parfois beaucoup d'absence de la part de nos élèves et qui les mettent en grande difficulté. Ceux qui ont de la famille, c'est le meilleur moyen, c'est la famille. Parce que ça pallie à tous les problèmes, y compris des petites maladies des enfants. On le voit bien, le gamin est mouche ou du nez ou a de la fièvre et on ne peut pas l'emmener à la crèche ou à l'école. Donc ça, c'est la solution. Quand on a des enfants qui sont souvent très malades, ben, il faut peut-être surseoir à la formation pour être dans de bonnes dispositions l'année où on le fait. Et puis l'année où on le fait, ben, on dit au conjoint ou au papa, ben, écoute, c'est à toi de jouer, là, moi c'est mon année. Il y en a beaucoup qui me le disent d'élèves, c'est mon année, et ben, débrouillez-vous pour vous occuper des mômes. Et puis du reste aussi, du ménage, de la vaisselle et tout le bazar. Donc là aussi, il y a des conjoints qui savent aussi faire la place à leurs femmes pour qu'elles puissent réaliser leur rêve de devenir aide-soignante. J'ai beaucoup de gens dans la trentaine et ça demande aux conjoints un effort sur cette année-là. Aujourd'hui, on demande de plus en plus la participation. Les congés maternité deviennent des congés paternité maintenant. Donc, aux messieurs de laisser aussi la place à nous, femmes, dans nos projets. Donc, il faut aussi s'imposer par rapport à ça. On n'a pas tous la chance des parents qui puissent être disponibles. On a parlé tout à l'heure de la place des hommes dans ces métiers. Est-ce que vous voyez… On a trop peu d'hommes. Ils ne viennent pas nous rejoindre, les messieurs. Il faut qu'ils viennent. S'il y en a derrière l'écran, là, on a besoin de garçons. Vraiment, vraiment. D'ailleurs, vous avez une discrimination positive, puisqu'un garçon à dossier égal sera mieux pris qu'une fille. C'est malheureux. C'est moi qui le dis. En plus, moi qui suis à fond sur les femmes. On a tellement besoin d'équilibrer. D'ailleurs, j'ai 2 formateurs hommes et 2 formateurs femmes pour montrer l'exemple. Et ces 2 formateurs ont exercé comme aide-soignants avant d'être infirmiers, cadres et puis après formateurs. Je vous propose qu'on laisse la parole aux participants qui puissent… alors, vous pouvez rouvrir le micro. Surtout s'ils ont des questions. Oui, voilà. Donc, rouvrir vos micros ou poser vos questions via le chat si vous en avez pour Madame Broudfer. Moi, je ne vois pas le chat. Alors, bon, je voulais dire… Participants. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre la parole, réactiver vos micros. Oui, alors l'association MANA a une question. C'est encore Madame 1 de l'association MANA, numéro 1. Allez-y. En fait, par rapport à nos… on a des personnes là qui sont là. On a une dame qui vient du Sri Lanka, qui a une formation d'infirmière. Elle était infirmière là-bas. Un diplôme du Sri Lanka. Mais du Sri Lanka, donc c'est un peu loin. C'est un beau pays d'ailleurs. Oui, mais tu as des papiers en France? Attends. Elle a fait une demande de carte de séjour. Est-ce que pour entrer en formation, je sais que vous avez mis tout à l'heure, vous avez donné les critères tout à l'heure qu'il fallait être inscrit au Pôle emploi et tout ça, mais si jamais elle veut financer elle-même la formation, c'est combien à peu près? Il faut qu'elle fasse un dossier, parce qu'il n'y a aucune reconnaissance du métier d'infirmière en dehors de l'Europe. Et encore, ça dépend quelle formation ils ont eue. Donc, il faut qu'elle refasse un dossier en sachant que, comme elle est infirmière dans un autre pays, que la souffrance des Sri Lankais elle est la même qu'un petit Français, bien sûr que le dossier va être mieux, appréhendé par le jury. Mais j'ai beaucoup d'infirmières étrangères qui viennent pour travailler en tant qu'aide-soignante.
Alors, il faudrait qu'elle voie quand même, parce que quand j'étais à la Croix-Rouge, je m'occupais aussi des infirmières étrangères et des médecins étrangers, parce qu'il y avait des équivalences pour devenir infirmière en France. Quand on connaît l'anatomie d'un être humain, la culture ou le pays n'a plus de frontières, je dirais. On est tous fichus pareil. Hein. On a tous les mêmes cellules, le même fonctionnement. Donc, le Sri Lanka, ça, j'ai jamais eu, je crois. En fait, le souci de cette dame, c'est qu'elle attend d'être régularisée. Donc, tant qu'elle a pas… Ah oui, il faut qu'elle ait une carte de séjour à jour, ça c'est sûr. Mais elle peut aussi se renseigner auprès de l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour voir s'il y a des reconnaissances de niveau. Parfois. Pardon? J'entends pas. Il y a un bug. C'est fini, Méral, c'est bon? Vous disiez tout à l'heure, Madame Bruckner, qu'il y avait eu des évolutions récentes et notamment, je pense que la crise sanitaire va participer à la prise de conscience sur la nécessité d'avoir de plus en plus de rentrées en formation d'aides-soignants, d'infirmiers, etc. Est-ce que peut-être on peut s'attendre à des évolutions à venir, par exemple sur la reconnaissance de diplômes étrangers ou des choses comme ça Alors, le problème des diplômes étrangers, c'est la langue. Quand j'étais à la Croix-Rouge, on avait donc une section médecins étrangers et on ne peut pas imaginer quelqu'un même de très compétent dans son pays, hein, je ne dis pas ça, on ne peut pas mettre en face de malades des personnes qui ne les comprennent pas. Donc, la première chose à faire quand on arrive dans un pays, c'est d'apprendre la langue et de la posséder. Parce que quelqu'un qui souffre, il ne va pas pouvoir répéter, il ne va pas pouvoir s'exprimer. Et il faut que le soignant puisse décrypter le message. Donc, il faut quand même une bonne connaissance de la langue. Ça, c'est un préalable incontournable. Et après, il faut savoir l'écrire, parce qu'il y a des transmissions écrites. Donc, ça, c'est la première chose. Après, on peut être très compétent. J'ai eu des médecins qui étaient chirurgiens cardiaques dans des pays qui reprenaient d'abord les problématiques de langue avant de pouvoir devenir infirmier, puisqu'il n'y a pas de reconnaissance médicale. Donc, c'est très compliqué. Hein. Alors, c'est pas qu'on n'en veut pas, hein, c'est surtout qu'on ne peut pas imaginer que le malade décrypte le soignant. C'est le contraire qui doit se passer. Hein. Il faut bien comprendre la langue. Sinon, le malade, il ne pourra pas dire ce qu'il a à dire et surtout, il ne sera pas compris dans son attente. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on a d'autres questions sur le métier ou sur… Et après, les diplômes étrangers, vous avez toutes sortes d'études. Une infirmière en France, elle ne peut pas travailler au Québec ou en Angleterre, par exemple. Les études sont différentes. Donc, il y a des équivalences à refaire en plus. Donc, nous, on a la même problématique ailleurs. Hein. C'est pas… Et puis, si moi, je veux être infirmière au Sri Lanka, je ne connais rien de la langue sri-lankaise. Je ne vais pas m'aventurer à chercher à comprendre ce qu'ils veulent. Hein. Et même en anglais, je ne suis pas suffisamment costaud. Donc, je ne m'aventurerai pas sans connaître la langue dans un pays pour soigner quelqu'un. C'est tellement difficile des fois de comprendre ce qu'on veut dans la même langue. C'est sûr, c'est de placer le bénéficiaire au centre du métier, bien sûr. La communication, c'est le B à pas. Est-ce que vous voulez poser une autre question? Oui. Je ne sais pas, madame. Allô, bonjour. Oui. Oui, bonjour. Bon, c'est madame Zora. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. À peine, allez-y. Oui. Comment faire pour passer un stage ou une formation d'aide à domicile ou agent de service hospitalier? Alors, agent de service hospitalier, à côté de notre centre, on a Logos, L-O-G-H-O-S, qui est l'établissement qui accueille 300 personnes pour faire le ménage dans le groupe Bordeaux-Nord. Donc, ça peut être une entrée. D'ailleurs, tous les ans, j'ai des ASH, ça s'appelle agents de service hospitalier, qui viennent faire la formation après, financée par Logos. Donc, vous pouvez commencer effectivement, notamment quand on n'a pas une possession grande de la langue, de commencer comme ASH. Ça, c'est une bonne entrée. Et j'ai des ASH aussi du CHU, et des brancardiers d'ailleurs, qui viennent travailler et qui viennent en formation après, au bout de 2-3 ans, quand ils possèdent bien la langue. Du métier d'ASH, pareil, hein, il y a beaucoup de demandes, que ce soit dans le public ou dans le privé ou en EHPAD. Hein. Donc là aussi, vous pouvez
regardez autour de vous. On a tous un établissement à 500 mètres, hein, soit une clinique, soit un établissement pour personnes âgées. Tout le monde recrute aujourd'hui des ASH et des aides-soignants. Donc, demandeur d'emploi, envoyez un CV. Envoyez un CV, hein, vous serez j'ai mis le nom dans le chat. Donc, Logos, L-O-G-H-O-S, c'est ça? Oui, 6 rue Robert Charazac, L-O-G-H-O-S, Logos. Et le CHU, pareil, hein. Le CHU recrute. Le CHU. Et puis on a découvert, alors que c'est quand même pas une découverte, que le ménage était important dans ces moments de Covid, puisqu'il faut nettoyer 3 fois plus les locaux. Hein. Donc ils recrutent partout, on recrute partout. Oui, excusez-moi, j'ai pas d'expérience. Pardon? J'ai pas d'expérience. Le ménage, on va vous expliquer comment faire le ménage de façon professionnelle. Vous aurez une journée ou deux de formation et puis très vite, vous allez comprendre parce que le ménage, ça reste quand même assez intuitif. On va toujours du plus propre vers le plus sale, du bas vers le haut. Enfin, voilà, il y aura des principes qu'on vous expliquera. Et ensuite, dans les hôpitaux et dans les EHPAD, on travaille avec un système de seaux. Il y a un seau pour tout ce qui est douche, un seau pour tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est WC, tout ce qui est sol. Donc, selon les couleurs des seaux et selon les endroits, vous aurez une formation différente et en général, on utilise des mops, ça s'appelle, c'est une sorte de tissu qui sont à usage pour une seule pièce. Donc, tout ça, c'est des techniques de soins qui sont labellisées avec des produits et avec des méthodes. Donc, selon l'endroit où vous allez travailler, vous aurez une petite formation d'une demi-journée, hein, il ne faut pas grand-chose. Hein. On en a parlé hier du métier d'ASH. On a eu un témoignage de directrice d'EHPAD, qui est l'EHPAD qui s'appelle le Platane du Grand Parc. Très bien, le Platane, je travaille avec eux. Oui, le Platane, c'est au Puy-en-Médoc. Non, au Grand Parc. C'est les doyennés. Oui, je connais. Et du coup, qui expliquait que pour les agents de service hospitalier, effectivement, il n'y avait pas forcément besoin d'une formation préalable ou d'une expérience, mais c'est plutôt en interne que ça se fait une fois que vous êtes tout à fait. C'est les 2 premiers jours, les personnes sont tuilées et on leur explique les méthodes de travail qui sont très différentes. En EHPAD, l'ASH, elle va aussi aider au repas. On n'a pas d'hôpital. Si vous êtes en réanimation, il n'y a pas de repas, par exemple, donc il y a autre chose. Vous voyez, il y a du matériel à nettoyer. C'est tellement différent selon les endroits que je ne peux pas vous faire une réponse globale. Mais en tout cas, vous serez formé sur site. Par exemple, aujourd'hui, j'ai une formation de sensibilisation pour les ASH de Logos sur la communication. Que faire quand une personne pleure dans son lit? Que faire quand une personne est agressive? Donc, on fait 2 jours de formation pour doter les personnes de méthodes de communication pour répondre à des situations un peu complexes qu'on peut trouver quand on est ASH. Alors, je postule comment? Il faut que vous puissiez identifier les structures autour de chez vous, les EHPAD, le CHU, les cliniques, tout ce qui peut… Tout le monde recrute. Il n'y a pas une structure qui ne cherche pas une ASH, une aide-soignante aujourd'hui. Tout le monde recrute. Donc, tout candidat au travail, je dirais, peut trouver au moins le métier d'ASH, ça c'est sûr, et qui peut être un tremplin pour devenir aide-soignant. Au contraire, là, vous aurez de quoi alimenter votre situation pour présenter à la sélection. Moi, j'ai beaucoup d'ASH, hein, et pour nous, c'est un critère de sélection positif. D'accord. Et j'aimerais bien aussi faire la formation d'aide à domicile. Alors, alors ça, vous allez avoir d'autres lieux que je ne connais pas forcément bien. Il y a l'IRTS de Bordeaux qui en fait, il y a des écoles privées. Il faut taper auxiliaire de vie sur un moteur de recherche et vous allez voir les écoles. Alors, elles sont payantes. Vous pouvez le faire en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation aussi. On a eu l'intervention tout à l'heure de Julien Castan de Formaki, là, qui nous a fait ADVF. Ouais. Voilà, qui peut être aussi une bonne… Oui, donc je vais le contacter alors. Oui, alors, ce qui est compliqué, c'est de trouver peut-être le financement. Voilà. Et après, une fois qu'on l'a, le problème, c'est que souvent, on a une première année de financement dans un établissement, et puis le candidat, il est tellement absent et tellement peu présent que ça ferme les portes aux autres. On a eu beaucoup d'auxiliaires de vie en formation qui nous ont un petit peu, je dirais, ralenti, je dirais, notre déploiement. On a moins de problèmes avec les AS, il faut le dire.
mais on a eu beaucoup de misère là-dessus parce que ça demande quand même d'être présent tous les jours. Je crois que quand on s'engage dans une formation, qu'elle soit celle d'auxiliaire de vie à domicile ou celle d'aide-soignante, mais il faut être présent tous les jours. Ne pas être là, c'est mettre en difficulté tous les malades pour lesquels on était attendu et mettre en difficulté les équipes qui vous ont proposé un contrat. Donc, c'est la plus grande difficulté, elle est là aujourd'hui pour nous tous, y compris pour vous, futurs candidats, c'est de vous refaire une petite santé, je dirais, de présentiel, d'être là où on est attendu. Parce que le nombre de personnes qui sont attendues et qui viennent pas et qui préviennent pas qu'ils viennent pas tue le métier aussi et tue les employeurs, ça c'est sûr. Évidemment. Ben, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question, une dernière question avant qu'on conclue cet atelier? Mais après, on fera des journées portes ouvertes. Alors, on a fait des journées portes ouvertes restreintes puisqu'on ne pouvait pas accueillir plus de 10 personnes. Laissez vos coordonnées sur le point contact de notre site internet et on vous donnera une réponse. D'ici la fin de l'année, on va faire un répertoire selon que vous devez faire un parcours complet ou partiel. Expliquez-nous un tout petit peu votre situation et on fera des journées portes ouvertes. Moi, je veux bien faire des journées portes ouvertes spéciales pour les infirmières étrangères. Je veux bien faire des journées portes ouvertes pour les personnes qui ont une dispense. Après, on regroupe pour être au plus près de la bonne réponse. Je dirais que vous attendez tous là. Mais si vous êtes motivés, lâchez pas, venez nous voir, il y aura du boulot. Ça, il y en aura pour tout le monde et pendant plusieurs années et dizaines d'années. Donc, n'hésitez pas à prendre contact directement avec le CFPBNA. Je vous ai mis le site internet là dans le chat. Et puis, je voulais vous remercier, Madame Brulford, de votre intervention, de la richesse des informations que vous avez. Je suis hors date, là, c'est ce qui me fait peine, parce que ceux que je vois aujourd'hui ou que j'entends, ce sera pour rentrer en janvier 22. Ça paraît très, très loin. Donc, nous, notre grande difficulté, qui n'est pas de notre fait, elle est là. Comment répondre tout de suite à quelqu'un qui veut arriver? Alors, si je peux faire un dernier conseil, ceux qui ont envie de devenir aide-soignant, devenez ASH d'abord. Vous aurez déjà une habitude des horaires, vous aurez une habitude du monde, et puis surtout, vous allez rentrer en relation avec des personnes au travers le ménage. Le ménage, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps dans les chambres des malades et des personnes âgées. Donc, du coup, vous allez vous habituer un petit peu, vous allez pouvoir vérifier si c'est bien votre projet. Et du coup, ayant un pied dans la vraie vie, vous aurez forcément des facilités pour obtenir la sélection quand vous présenterez votre dossier. Parce que vous pourrez dire pendant un an, j'ai travaillé dans tel service ou dans tel établissement et j'ai pu constater qu'une personne, nani, nana. Et ça sera votre expérience qui sera appréciée au moment de votre dossier. Donc, ASH, du boulot, vous avez demain. Si vous voulez que je vous en trouve, vous me téléphonez, je vous place tout de suite. À 500 mètres de chez vous ou plus tard, 1 kilomètre. Ça, Bordeaux, c'est la crise totale aujourd'hui. C'est une bonne idée en termes d'évolution de professionnel, c'est vrai, Oui. Un début de formation. Moi, la première année d'infirmière, je travaillais comme ASH. On apprend beaucoup de choses, les règles d'hygiène, la communication, le travail en équipe, le monde du travail. Et puis, il faut se remettre en selle quand on a été longtemps sans emploi. Il faut être habitué à reprendre le chemin du boulot tous les jours. C'est pas facile, je le sais bien. Donc, il faut aussi avoir une sorte de remise en route, je dirais, qui est importante. Vous pouvez demander aussi un mi-temps pour pas non plus vous mettre trop en pression aussitôt. Toutes les bonnes volontés seront accueillies, j'imagine, les bras ouverts aujourd'hui, tellement les besoins sont importants et le Covid n'a fait que creuser ce besoin-là, en ménage, en aide-soignant. Je peux donner les coordonnées mail du CFPBNA, c'est contact@cfpbna. Allez sur notre site internet. À la fin, il y a un petit recueil de données où vous mettez vos coordonnées et vous pouvez laisser directement en appuyant sur envoyer le contact. Comme ça, les personnes qui le souhaitent peuvent prendre contact directement avec vous. Et puis lire déjà ce qu'il y a de choses sur le site. Alors, on est en train de le refaire. Il est très moche en ce moment. Il est un peu en vrac, mais d'ici le 1er novembre, il sera nickel. On essaie de le rendre attractif avec des trucs qui clignotent, des machins. Pour répondre aux besoins différents. Merci pour votre intervention. Je vous propose de mettre fin à cet atelier Zoom
Oui. Vous donnez la suite du programme, c'est l'atelier sur la conciliation entre la vie pro et la vie personnelle qu'on fait demain à partir de 10 h. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Madame de Kérinel, les CV, c'est très important. On a relevé une carence de nos candidats en CV. Le CV, c'est moche, ça donne déjà pas envie. Et il faut surtout qu'il n'y ait pas de trou. Ou s'il y a un trou, qu'on nous l'explique. Quelqu'un qui a un trou entre 17 et 2020, mais il a foutu pendant 3 ans. Il a le droit d'être chômeur, il a le droit d'avoir des enfants et de s'en occuper. Il faut nous dire ce que vous avez fait pendant 3 ans. Personne ne fait rien pendant 3 ans. Ne laissez pas des trous. En plus, le Covid nous empêche d'avoir des oraux. Donc, le trou, ça s'explique. Vous avez le droit de faire le tour du monde. Il y a plein de jeunes qui font une année de césure, comme ils disent. Mes filles ont toutes fait au moins 2 ans de tour de monde, enfin, sont parties dans le pays. Eh bien, on le dit, c'est une expérience riche et qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe. Ne laissez jamais de trou dans un CV. Et si vous avez élevé vos enfants, c'est encore une très belle justification pour nous. Donc, il faut que ça soit fluide. Qu'est-ce que j'ai obtenu comme diplôme? Quels sont les trucs que j'ai faits? On ne dit pas 2019 à SH. Il faut nous dire du 1er janvier au 12 mars. Il faut que ça soit très précis. Ne laissez pas les choses vagues. Garantissez-vous une meilleure lisibilité sur votre projet et sur ce que vous avez dans le ventre, quelque part, en termes d'expérience. D'accord, donc avoir un CV clair et précis. Oui, très précis. D'accord. Je vous montrerai quelques CV, mais j'ai des trucs qui ne doivent plus exister. Ça, c'est pas possible. D'accord. Je vous remercie pour cette précision. C'est vrai que c'est important. Ouais. Et on a besoin de savoir aussi ce que vous aimez faire pour vous détendre. Du basket, de la course à pied, de la lecture, des gâteaux. C'est très important. On a eu des trucs formidables de personnes, donc du coup, ça les distingue. J'aime bien faire du macramé, enfin, je dis n'importe quoi. Ça, on se dit, tiens, il y a quelqu'un qui a une passion qu'il va pouvoir partager avec les malades après. Donc ça, c'est très important aussi. Si vous aimez les séries, pourquoi pas, hein, ça peut être intéressant aussi. Mais nous dire lesquelles. Parce que ça va nous donner une image de vous au plus près de votre réalité à vous. Et du coup, vous en devenez forcément sympathique. Voilà. Oui, c'est bien. Merci pour cette précision. Petit conseil CV. Le CV, c'est important. Hein. Oui, c'est important. Et du coup, les personnes peuvent être accompagnées, c'est vrai, par soit par la maison de l'emploi, Pôle emploi, etc., pour avoir voilà, par les associations, pour avoir une remise à niveau aussi de leur CV, et puis qui correspondent aux attentes. Alors, évitez le CV, Mme Kérimel, si je peux me permettre encore, le truc lambda qu'on trouve partout. Moi, j'aime bien quand les gens décorent leur travail. C'est-à-dire, ça leur ressemble. S'ils aiment les pâquerettes et les coquelicots, ils nous mettent des pâquerettes et des coquelicots. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que c'est important aussi d'avoir une image de la personne et pourquoi pas être fantaisiste. La fantaisie, c'est ce qui fait la vie. Donc ça, c'est important que le CV de la personne ne soit pas le même sur 10 dossiers. Donc, il faut nous donner des choses qui vous ressemblent à vous. Si vous aimez faire des gâteaux, vous nous mettez un beau cheesecake, un truc en photo. Enfin, c'est très important pour nous de se faire une idée de la particularité de la personne. Comme demain, vous vous ferez une idée de la particularité de chaque personne que vous allez rencontrer dans les soins. Qu'est-ce qui fait que vous allez avoir quelque chose à partager? C'est vrai que là, les conseils que vous donnez, ce n'est pas forcément les conseils que les acteurs de l'emploi donnent aux personnes. On a plus tendance à parler d'un CV un peu classique, etc. Mais là, ce que vous dites, c'est que… Non, pas classique. Ce que vous avez envie de savoir, c'est qu'est-ce qui fait la particularité de la personne et qu'est-ce qui fera sa proximité avec les malades ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que c'est Comment il vit? Il faut l'incarner, je dirais, le CV. Et ça, c'est très difficile. Incarner une feuille A4, c'est des fois une petite fioriture, un petit dessin. C'est se sortir du lot, quoi. Et on a tous quelque chose qui nous sort du lot. On est tous uniques. Donc ça, c'est important de montrer notre unicité. Notamment, je parle aux personnes qui viendraient d'autres pays. Votre pays, il est important. La France, elle est multicolore, elle est multiculturelle. Justement, dans une équipe, quand on a des gens qui viennent d'une autre culture, comme le Sri Lanka, j'ai entendu tout à l'heure, ou Madagascar, ou le Maghreb, c'est important. Parce qu'avec d'autres personnes qui sont issues de la même origine que vous, qui partagent la même culture, vous allez avoir le ticket. Et ça, pour moi, c'est très important. Vraiment très important. Nous, on veille vraiment qu'on ait un grand panel différent d'origine, de culture, de croyances. C'est très, très important. C'est ce qui fait la richesse de notre monde. Et il faut retrouver cette même richesse dans les soignants.
Très important, vraiment. Bon, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup. Mm. Je vous souhaite Moi, merci. une bonne fin de journée et merci d'avoir suivi cet atelier. On va mettre fin je vous propose de quitter la réunion Zoom. Merci à tous. À très bientôt et n'hésitez pas à nous contacter. Au revoir. Au revoir.